Avant tout, bonjour. Bonjour. Alors, la vie est une aveugle qui tient l'homme en laisse, écrit Georges Perros. Ce fil de mémoire a pour thème, après le ressentiment, peut-être que le ressentiment, c'est la vie tenue en laisse, c'est tout ce qui s'est ajouté en fêlure, en dysfonctionnement, et qui a rendu la laisse plus solide, plus blessante, et on a peur d'y échapper, alors qu'il faut s'échapper pour rester en vie. Ce fil de mémoire de Jeanne Orion est féminin. Un quatuor de femmes, je dirais d'une façon profane, qu'un quatuor en musique couvre la tessiture de la voix humaine, de la plus grave à la plus aiguë. 4 voix qui dialoguent de façon égale, ce qui a amené Goethe à le comparer à une conversation de gens raisonnables, raisonnable dans le sens de pouvoir s'écouter et s'entendre. Ce qui vous lie, toutes, ce n'est pas seulement le constat de ressentiment, ce qui vous lie, c'est aussi l'après-ressentiment, c'est le soin, la cure, le care, l'humanisme. Cynthia Fleury, Virginie Maiglet, Anne-Laure Buffet et Lise Marzouk, vous êtes là pour nous expliquer cet éternel équilibre ou déséquilibre selon, entre rupture et réparation. Pour certains, ça a fait son temps, il faut casser, et pour d'autres, peut-être c'est en cours encore. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes reçus dans la belle librairie Gallimard, chez Anne Ghisoli. J'ai voulu cette rencontre comme une conversation, donc très simple. Je ferai référence à vos livres, bien sûr, qui sont là, mais je peux un peu aussi gamberger loin. Pour commencer ce fil de mémoire, j'ai convoqué une image qui m'est familière par la proximité d'un métier presque familial, qui est le notariat. L'image est celle d'une succession. Un testament, les parents sont morts, la fratrie est là. Il y a encore l'émotion du deuil, et soudain, à la lecture du testament, ces adultes se transforment en enfants soldats. Ils s'entretuent, ils s'insultent et ils pleurent. On ne se bat pas pour les biens du partage, on se bat pour les interprétations des souvenirs de l'enfance. Ton terrain est plus grand que le mien, mais il ne pouvait en être autrement. Papa t'a toujours donné la plus belle place à table à côté de lui. Maman me faisait porter tes habits devenus trop petits. Toi, tu avais toujours des habits neufs, pas moi. C'est la même chose que cet appartement avec vue sur la cour et poubelle, alors que toi, tu as vue sur mer. Et ils sont prêts à tout mettre en frais d'avocats, etc., d'aller en justice. Bref, l'étude prend des allures de guerre, d'analyse. J'appelle ça le divan du notaire. Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, psychanalyste, vous enseignez, vous avez créé une chaire à l'Hôtel Dieu, Soins et Santé, vous êtes auteur, j'oublie peut-être des choses. Je voulais vous demander, au regard de ce divan de notaire, vous qui dites consoler, c'est œuvrer pour que l'autre reprenne le pouvoir sur le pouvoir de sa souffrance. Comment consoler ses héritiers, à part leur dire qu'il y a ceux qui n'arrivent pas du tout? Aïe, aïe, aïe. Comment consoler ses héritiers? Je ne sais pas répondre. Enfin, peut-être que si c'était mes patients en analyse, on suit quand même beaucoup ces histoires, hein, parce que c'est les histoires de la vie, et qu'à un moment donné arrive parfois voilà, la question de la succession, la question de vider la maison. C'est un grand moment aussi qui est très... voilà, qui pèse. Le fait d'être empêtré dans une succession, dans une indivision, etc. Donc tout ça, ce sont des sujets effectivement qui sont comme une matérialisation de la névrose familiale. Donc je dirais qu'il faut un petit peu d'humour pour traverser ça. Non, vous avez raison, ce qui s'affronte à ce moment-là, ce sont les besoins de réparation des uns et des autres. C'est le ressentiment de l'enfance, en quelque sorte. Voilà, ce sont les peines, les différences. Enfin, bon, le fait que l'amour des parents se dit différemment. Alors, il n'est peut-être pas en valeur absolue différent, mais il se dit différemment. Donc on peut avoir une interprétation erronée de sa place dans le système. Voilà, c'est des questions sincèrement... Il y a du ressentiment qui est déjà depuis l'enfance pratiquement, qui se... Oui, alors, pas toujours, hein, parce que heureusement, les êtres humains ne sont pas au même endroit à ce niveau-là, et certains ont fait un chemin où ils n'y sont plus. Ils ne sont plus du tout là-dedans. Certains n'ont jamais connu ce sentiment, d'autres l'ont connu et puis s'en sont délestés, et puis d'autres sont au moment de la succession ou un autre moment. Il y a une réminiscence et un souvenir très très violent.
Je ne sais pas répondre à cette question parce que ça se joue selon les histoires, l'envie du sujet d'en découdre ou pas. Oui. Parce que vous avez les êtres humains, il y a des bagarreurs. Bien aussi. sûr, ça dépend des caractères. Donc aussi, ça dépend voilà. des caractères. Il y a certains qui ont envie d'aller se bagarrer. Et d'ailleurs, c'est un côté un peu enfantin de dire mais moi j'ai envie d'aller mettre des coups. Donc j'ai pu avoir des patients qui étaient comme ça en disant mais je vais me faire plaisir. Là ça va, enfin je vais pouvoir donner des coups. Donc en extérieur et en littérature c'est magnifique et ça fait des superbes sujets. À vivre c'est plus lourd. Voilà. On va dire ça comme ça. Vous avez dans un de vos livres cette phrase percutante: « J'ai perdu le courage comme on égare ses lunettes, aussi stupidement ». Est-ce que la boucle du ressentiment, cette perte du courage, est-ce que c'est déjà un symptôme de non-lutte contre la vie, contre tout ce qui va arriver? Alors, la perte du courage, elle n'est pas liée à la question du ressentiment. La perte du courage, elle est qu'à un moment donné, elle peut éventuellement entraîner, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez perdre courage sans vous en rendre compte, si vous voulez, parce qu'il y a un système de circonstances, de négociation permanente avec, malgré tout, des choses que vous jugez inacceptables, en tout cas, voilà, qui ne sont pas... Et petit à petit, vous ne vous rendez même pas compte. C'est ce qu'on peut appeler la suradaptation. Enfin, je veux dire, ça existe énormément. Là aussi, c'est quelque chose que les sujets contemporains connaissent beaucoup dans le monde du travail, etc. Donc, parfois, voilà, c'est sournois, c'est pas quelque chose... qui se formalise, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, il y a un phénomène d'érosion. Et ce phénomène d'érosion, il faut en prendre conscience, il faut avoir encore assez de vitalité pour en prendre conscience. Et puis à un moment donné, si on n'a pas la force et la capacité soi-même de sortir de cette érosion, il faut aller trouver des tiers. Et ces tiers, ils peuvent être vivants, morts, ils peuvent être du domaine du pur symbolique avec un ouvrage, ou ils peuvent être du domaine thérapeutique. Voilà, c'est ce que racontait La fin du courage au sens de la reconquête. Oui. Dans Sigil la mer, vous dites bien sûr que la mer est un poison, et vous avertissez aussi de notre relation à la vie et de notre tolérance à l'incertitude. Sommes-nous tous égaux devant ce seuil de tolérance à l'incertitude? Nous ne sommes pas égaux. Donc comme ça, c'est plus simple. C'est très simple, on a la réponse. Voilà, donc non, nous ne sommes pas du tout égaux les uns vis-à-vis des autres. L'égalité est une fiction régulatrice que je défends, bien sûr, mais qui est une fiction. Et après, en revanche, l'enjeu, en tout cas pour le professeur, l'enseignant que je suis ou l'analyste que je suis, c'est d'essayer de faire advenir chez l'analysant ou même chez l'étudiant ou que sais-je, un seuil plus élevé de tolérance à l'incertitude, etc. Voilà, ça fait partie des compétences qu'on peut accompagner, qu'on peut essayer de faire surgir du côté du soin, mais même globalement du côté cognitif, parce que la question de la tolérance à l'incertitude, c'est un des points essentiels pour exercer une fonction critique un petit peu nerveuse, quoi, un peu vitale. Vous parlez de la responsabilité, qu'il faut re-responsabiliser. Enfin, la responsabilité a son importance. Ce n'est pas pour faire porter un poids à quelqu'un, mais la notion de responsabilité entre les hommes, c'est une façon d'être aussi dans la cité. Qu'est-ce que la responsabilité, d'après vous, pour vous? La responsabilité, je pense que c'est d'abord un sentiment de dette. Oui. Donc on se sent en dette de quelque chose, de ceux qui vous ont précédé, de ceux qui vous aiment, de ceux qui vous ont enseigné quelque chose, de ceux qui vous ont aidé. Enfin bon bref, on se sent en dette. Et donc, si on est en dette, on doit rendre des comptes.
Donc il y a une réalité de la responsabilité au sens accountability, de rendre des comptes. Et puis responsabilité simplement au sens où, c'est très sartrien, au sens où la liberté est une illusion, mais en revanche, par le chemin de la responsabilité et de l'engagement, cette illusion de liberté se goûte un tout petit peu différemment. Voilà, elle continue d'être une illusion, mais néanmoins elle peut être un pivot autour duquel on peut faire quelque chose. Et pas simplement un point de fuite, voilà, un fantasme. Donc la responsabilité, c'est la manière d'exercer, entre guillemets, un libre arbitre qui certes n'existe peut-être pas, qui certes est illusoire, mais qui néanmoins est une entrée au monde. Voilà ce que c'est la responsabilité. Je peux, c'est le fameux je peux dans votre livre. Tout le monde peut? Non, tout le monde ne peut pas. Mais encore une fois, c'est pas tranché. Je pense que ce n'est pas au thérapeute ou au médecin ou à l'enseignant de décréter qui peut et qui ne peut pas. Et que donc la position qui est la sienne est celle de dire le sujet peut. Et ensuite, c'est ni une injonction, c'est ni ce que vous voulez, mais la question c'est de dire, en tout cas moi, je n'ai pas su faire. En tant, encore une fois, qu'enseignant analyse, je n'ai pas su faire en me disant pose que le sujet ne peut pas. Je n'ai pas su faire avec ça. Je n'ai pas su faire. Et donc, j'ai posé l'équation inverse de dire le sujet peut. Et à ce moment-là, déploie ce que tu peux, et peut-être qu'il pourra, peut-être qu'il ne pourra pas. C'est pas quelque chose qui est voilà, que c'est pas quelque chose qui est entièrement synthétisable par la volonté, la pensée, que sais-je. Mais je ne vois pas comment on produit un geste d'enseignement, un geste de transmission et un geste thérapeutique, clinicien, avec une équation inverse. Voilà, c'est juste ça. Mais je veux bien, pour le coup, discuter de ce point-là, si vous voulez. Parce que je ne mets pas la vulnérabilité du côté de l'impuissance, pour ma part. Très bien. Oui. Du tout. La vulnérabilité n'est pas un « ne peut pas ». La vulnérabilité, c'est une manière de faire qui est jugée insuffisante par les uns et par les autres, mais qui, de fait, est quelque chose. Donc ça me paraît aussi important de comprendre quel type de capacité est la vulnérabilité. Vous pouvez participer, si vous voulez, à cette question aussi. Déjà, la vulnérabilité, elle peut permettre de faire autrement. Si on arrive à travailler la vulnérabilité, entre autres en thérapie, et même comme vous le faites toutes les deux, parce que là je suis quand même cernée par 2 enseignantes, c'est affreux. Si on arrive à amener quelqu'un à comprendre que sa vulnérabilité n'est pas un gouffre ou un précipice, mais que ça peut être une possibilité, si elle est acceptée, si elle est travaillée, d'ouvrir sur une autre porte, d'ouvrir sur un autre possible, ça ouvre aussi parfois la création, la capacité créatrice du sujet, et ça va l'emmener là où il ne pensait pas du tout aller. Virginie, est-ce que vous, avec la fragilité, Moi, déjà, dans le « je peux », je dirais c'est « fais ce que tu peux ». Enfin, je ne sais pas ce que tu peux, mais je pense que la vie est quand même dans la puissance, qui a parfois été mise à mal par des accidents, mais de toute façon, il y a de la puissance. Et dès que quelqu'un vient nous voir, c'est qu'il est en possession de quelque chose qu'il ne connaît peut-être pas, mais qui fait qu'il peut. Alors après, par rapport à la fragilité, là où je fais la différence entre fragilité et vulnérabilité, c'est que à la fois ce sont deux champs qui se recoupent, mais en même temps je pars du principe que vraiment la vie est fragile. Il y a quelque chose qui fait qu'elle ne tient, comme on dit, elle ne tient qu'à un fil. Il suffit d'un petit accident pour qu'il n'y ait plus la vie. Donc la fragilité, c'est à la limite, on va trouver peut-être mieux sa puissance en tenant compte de cette fragilité. Et qu'on ait de la difficulté à exprimer ce que l'on peut en fonction de critères de pouvoir, c'est une chose, mais je pense que l'important, en tout cas en thérapie et dans la vie, c'est de dire, ben oui, ce que tu peux, c'est peut-être pas ce que tous les autres peuvent, mais il y a quelque chose que toi tu peux et qui partira peut-être d'autant mieux que tu tiendras compte de cette fragilité-là. Que la fragilité ou la vulnérabilité, dans ce cas-là, ne soit pas un handicap. Oui.
Lise, vous, le je peux, vous l'avez expérimenté je dirais, à vif. Je l'expérimente de plusieurs manières parce qu'en tant qu'enseignante, quand même déjà aussi, et ça je partage vraiment votre avis à toutes, c'est que c'est le défi de l'enseignement. C'est-à-dire d'amener chacun, en partant de l'espoir ou du principe pour les uns ou pour les autres, ça dépend de la vie de chacun, qu'on peut les amener là où ils peuvent. Mais le défi de l'enseignement, c'est qu'on fait ça dans du collectif et que donc il faut essayer d'équilibrer l'obligation collective avec le fait d'amener individuellement et de connaître suffisamment les étudiants individuellement, enfin dans mon cas ce sont des étudiants, pour individuellement les amener là où ils peuvent. Donc voilà, et sur le je peux, oui, en effet, la question, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais parce que il y a une différence entre le traumatisme soudain, lourd, qui vous tombe comme ça, et la question du ressentiment. Cynthia le dit dans son livre, d'ailleurs, à un moment. C'est-à-dire que quand c'est un gros traumatisme qui tombe comme ça, je ne sais même pas si on ne se pose pas véritablement la question du pouvoir, de sa capacité à. C'est-à-dire qu'on est dans une réaction suffisamment traumatique et presque sidérée pour développer des automatismes. Donc cette capacité-là, elle vient d'automatismes beaucoup plus inconscients. Et il y a la question du moment et il y a la question de l'après. Donc ce je peux que j'ai développé, je l'ai peut-être plus développé dans l'écriture, en effet, que dans ce que je raconte dans cette écriture, c'est-à-dire ma capacité à accompagner pendant. Ça, c'est autre chose. Cynthia Fleury parle du soin, et elle dit le soin, c'est de la technicité et du langage, de la présence, du temps, de la tactilité. Et cette phrase me touche beaucoup parce que bon, moi aussi, je suis passée par des moments difficiles, et je trouve que c'est magnifique ce soin qui devient humaniste, qui est multiple en quelque sorte. Mais comment réagissent ceux qui viennent vous écouter et qui sont presque formatés à l'urgence, le manque de personnel et le besoin de vie privée? Les soignants, oui. C'est en supervision ou en accompagnement, oui, c'est un des points, c'est une des choses que racontent d'ailleurs les enseignants aussi, hein, que racontent tous ceux qui ont un peu une mission public, oui. C'est de dire, voilà, on nous enlève du temps, on nous enlève des moyens, et tout en rajoutant et en complexifiant les enjeux, et à un moment donné, voilà, à un moment donné, on ne peut que constater notre insuffisance. Et constater tous les jours son insuffisance, ça confine à la maltraitance, si vous voulez, puisque l'institution vous met tout le temps en défaut. Et donc tout le temps en défaut. Ça déshumanise aussi. Voilà, c'est à un moment donné, c'est très violent. D'ailleurs, certains partent, quittent l'hôpital, quittent les lycées, les collèges, etc. Donc oui, comment récupérer du temps, là aussi, c'est une bagarre sociale, oui, pour le coup, c'est une bagarre politique. Donc la conquête du temps, ça, c'est les vraies questions qui sont celles des politiques publiques au sens des luttes sociales, c'est-à-dire pour essayer d'avoir du temps et de redonner à chaque métier un certain type de temps, de redonner à chacun aussi le droit de pouvoir définir son temps. Enfin bref, ça a constitué l'histoire politique, ça. Donc ça continue, c'est une bagarre, surtout dans les mondes d'aujourd'hui qui sont des compressions de temps très fortes. Et les patients deviennent quelque part des numéros. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Une nuit » où le patient est obligé, lui, de jouer Scheherazade tous les soirs pour amadouer son... Donc c'est quelque chose de magnifique, mais c'est terrible. Oui, il y a de fait, oui. C'est un point, c'est jamais simple, le temps, même le temps d'une séance. C'est une des questions les plus complexes, les plus dures. De fait, en plus, ça vient réactiver tout l'abandonnique des patients pour certains, toute la question de l'estime, donc c'est un truc sans fin, si vous voulez. Donc ça serait jamais assez, jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut... c'est là où on enseigne vraiment ce qui est déjà une première sublimation, c'est de comprendre que ça ne se joue pas, entre guillemets, en quantitatif. Ça ne peut pas se jouer non plus que en quantitatif. Donc on ne peut pas non plus être totalement à côté de la plaque au niveau du temps, mais malgré tout, c'est déjà les premiers lieux d'apprentissage de césure.
c'est là, dans le temps de la séance. Il y a ce mode nouveau de prise de parole, comme une soupape, qui est de débattre pour ne pas se battre. Et on retrouve ça beaucoup dans les réseaux sociaux, entre autres. Sauf qu'il n'y a pas de solution. On débat, c'est un carnage parfois, mais il n'y a pas de solution. Et c'est presque addictif. Donc comment... et là, on a vraiment des gens qui sont dans le sentiment ressentimiste en masse. Et ils sont lâchés sans personne pour les modérer. Sur les réseaux ? Sur les réseaux et partout. Le réseau, l'écran leur permet une agressivité, débattre pour ne pas se battre, mais ils sont en train de se battre en réalité. Mais tout le monde pense que c'est une soupape de sécurité. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce mode nouveau, vous l'avez évoqué d'ailleurs vous-même, de débattre au lieu de se battre. Débattre aujourd'hui, est-ce que c'est débattre vraiment ou est-ce que se battre sans issue? C'est pas débattre, il n'y a pas vraiment d'échange d'idées. Donc déjà, ça ne peut pas être un vrai débat. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même une poubelle à frustration, une poubelle à agressivité. C'est un déversoir, il n'y a pas de modération, très peu. Donc c'est là où on peut vraiment... Souvent, les personnes en plus sont cachées derrière des pseudos, donc on ne sait même pas à qui on s'adresse réellement. Elles ne veulent pas réellement se présenter. C'est l'endroit où on peut laisser s'exprimer tout ce qui est désinhibé dans nos comportements et dans nos caractères. Mais ça amène beaucoup de violence, de plus en plus. Enfin, sinon, d'ailleurs, on n'en parlerait pas à l'extérieur dans des débats de la difficulté qu'il y a à canaliser l'expression de la parole sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la vie aussi. On ne peut pas aujourd'hui dire que ce n'est pas la vie. C'est la vraie vie. Les gens qui sont sur des réseaux sociaux, ce sont des vrais gens, ce ne sont pas des martiens. Donc, ils ont une façon de parler entre eux qui devient de plus en plus violente. Mais la société est de plus en plus violente. Bien sûr. La preuve, c'est aujourd'hui ce qui s'est passé. Je me dis, sur les réseaux, c'est vraiment le lieu de la confrontation émotionnelle. Et en fin de compte, c'est aussi le symptôme. En effet, c'est pas la vie sur les réseaux sociaux, ça fait partie de la vie, c'est jamais que le reflet de ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est d'autres. Je ne sais pas, moi j'ai du mal à dire que c'est de plus en plus violent. Je trouve que la violence est de plus en plus visible, mais on ne sait pas, il y a eu des guerres, il y a eu d'autres formes de violence. Par contre, c'est vrai, c'est qu'au niveau, là où ce sont des lieux en principe d'expression, de liberté, on s'aperçoit qu'effectivement, les gens s'écharpent, pardon, excuse-moi. Voilà, non, mais si je tournais le dos, ça me gênait, soudain, c'est dans leur champ. Et c'est ça, et pour le coup, moi, je me dis, c'est vraiment un laboratoire. Moi, ça m'interroge. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut en faire, enfin, là, à nos places, les unes et les autres, ou les uns et les autres, et pour dire, ben oui, c'est quelque part, c'est aussi un symptôme social. Moi, je dis, la société est malade. Ben, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Et j'ai du mal, pour le coup, j'ai du mal à y participer en tant que tel. Je ne peux pas m'empêcher d'observer ce qui se passe et de dire qu'est-ce qui va advenir. Cynthia Fleury, vous introduisez l'invention dans l'existence. Vous dites je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Cette citation, chacun devrait la chérir, car elle est une porte sur un coin d'horizon, une ligne à investir pour sortir de la nasse ressentimiste. Se recréer, casser et repartir. Une des questions qui est dans Si j'y la mer et qui est peut-être dans Si d'ailleurs aussi, c'est et à laquelle on est confronté souvent avec les patients, c'est ce besoin qu'ont les individus ou cette croyance de réparer comme si on pouvait revenir au même endroit, reprendre les choses comme on se les imagine, ou que sais-je, etc. Vous êtes plus radical, vous dites ce qui est cassé est cassé. Après, non, ça dépend. Il y a des choses qui précisément ne sont pas cassées. Mais généralement, c'est pas là que la difficulté est. Donc, si vous voulez, on se heurte à des difficultés plus grandes quand, oui, il y a eu des vraies faillites, des vrais manques, de l'irréparable, etc. On parle du traumatique. Et là, en revanche, si on est exclusivement dans une seule et unique solution possible qui est la restauration de ce qui a été,
on produit de la non-issue. Au sens, parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire surgir ce qui a été et qui n'est plus. Je veux dire, ce n'est pas un problème de vision et d'interprétation. On ne pourra pas. Et donc là, c'est nécessairement de comprendre que ce qui va surgir, précisément, ce qui va surgir. Donc, il y a quelque chose, et alors après, vous lui donnez le nom que vous voulez. Est-ce que c'est de la création, de l'invention, un commencement, une symbolisation, une sublimation, que sais-je, de l'humour? Genre, finalement, tiens, je n'y suis pas. Bon, il y a mille et une façons, mais en tout cas, il faut se dégager, si vous voulez, de ce piège qui est de vouloir créer, de vouloir retrouver ce qui a été. Et ça, ça, hélas, c'est compliqué. Et donc à un moment donné, oui, on essaye de voir comment on va pouvoir se restaurer malgré cela, retrouver du sens, trouver du sens. Oui, en donner un. Voilà. Et ça, c'est des chemins très compliqués et qui varient en plus, je vous dis, parce que les seuils des uns et des autres ne sont pas au même endroit, les angoisses des uns et des autres ne sont pas au même endroit. Donc, voilà, mais souvent, on a une certaine idée de ce qu'est une solution et on s'enferme dans un process qui, précisément, ne produit pas de l'issue. Donc ça, c'est souvent simplement en modifiant la manière dont on construit une issue ou une solution, on produira cette issue ou cette solution. J'aime pas ce terme parce que c'est pas, mais un chemin ou ce que vous voulez. D'ailleurs, en séance, vous devez l'entendre, les personnes qui... et on voit qu'elles ont quand même une idée qui est complètement indicible et en même temps elles s'y accrochent. Où elles disent, ça avance pas. Mais ça avance pas, mais ça veut dire quoi? Ça avance pas, ça veut dire que vous avez déjà défini un but, comme une ligne d'arrivée, et c'est là que vous voulez être, et sans faire le parcours. C'est très compliqué de dire ça n'avance pas, si, ça avance. Mais ça n'avance peut-être pas comme vous l'aviez espéré ou imaginé avant de commencer le travail. Ça, oui. Je pose ces questions aujourd'hui un peu comme Candide, parce que moi-même je ne suis pas du tout de vos métiers, mon métier est tout à fait autre. Mais en même temps, je suis très intriguée comment vos livres sont dévorés par tout public. Donc ça veut dire qu'on cherche quelque chose dans tout ça. Voilà. Et vous parlez aussi du grand large, de la mer dans la mer et de l'ouvert, cette dimension du monde. Qu'est-ce que l'ouvert? L'ouvert, c'est une magnifique notion qu'on trouve notamment chez Rilke et qui est l'autre nom du réel, je dirais, ce qui vient résister à la synthèse de l'entendement, à la synthèse intellective, donc malgré tout qui fait effraction, mais c'est une effraction qui n'est pas nécessairement traumatique, c'est une effraction qui produit éventuellement un sentiment d'infini, donc une plénitude possible. Donc l'ouvert, c'est voilà, cette espèce de contre-miroir du manque, parce que d'une certaine manière c'est une béance, comme le manque est une béance, mais elle ne se lit pas de la même façon. Et chez Rilke, elle est en plus très incarnée par la stylistique, le style de la... Bon, les élégies de Duno sont splendides, ou d'autres, hein, c'est pas nécessairement... donc voilà, donc c'est vrai que cette notion, à un moment donné, pour ma part en tout cas, et j'ai essayé en tout cas d'en faire un outil méthodologique, d'en faire quelque chose qui nous permet de penser l'après, de penser voilà, la suite, et pas simplement de la laisser dans sa figuration comme ça stylistique, mais elle a quelque chose d'incarnation. En tout cas moi ça m'avait absolument sauté au visage, aux yeux, quand j'avais découvert, jeune adolescente, cette notion. Ça m'avait parlé, comme on dit. Voilà. Donc j'ai essayé
de suivre ce chemin-là. Est-ce que l'ouvert peut retrouver la petite espérance, le mythe de la petite espérance? Oui, en effet. Il y a de cette idée-là, c'est-à-dire pour situer donc la fin du livre, se termine sur ce mythe de l'espérance. Et en effet, je faisais référence à l'espérance telle qu'elle est conçue chez les Grecs, qui n'est pas cette espèce de certitude béate d'un avenir merveilleux, cette promesse d'un bonheur parfait qui est l'apanage pour les Grecs des dieux plutôt. Elpis, l'espérance, c'est pas non plus cette ignorance totale de notre devenir qui est plutôt là l'apanage des bêtes pour le coup. Non, c'est entre les deux, l'espérance chez les Grecs, c'est un pied dedans, un pied dehors. Dans le livre, ça vient comme un métaphorique de la rémission aussi. On est encore un pied dans l'hôpital et puis un pied parmi les indemnes, les valides, les guéris. Mais c'est métaphorique de la vie dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on est toujours un pied dedans, un pied dehors, et qu'il y a la béance du trauma, la béance absolue, et puis il y a un autre type de béance, en effet, qui peut être chargée d'espérance. Et l'espérance chez les Grecs, Elpis, c'est l'attente. C'est pas l'espoir, la certitude absolue du bonheur, c'est l'attente. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en effet, ça recoupe un peu cette définition-là de l'ouvert, oui. Anne-Laure, c'est votre tour maintenant d'être sur le grill, voilà. Alors, vous êtes thérapeute, conférencière, formatrice spécialisée dans l'accompagnement des personnes victimes de violences physiques. Et psychologique, surtout psychologique. Et sexuelle. Et sexuelle, encore ça suffit. Et ça suffit. Vous aussi êtes, de par votre métier, écoutante, soignante dans la séparation et la réparation. Mais vous travaillez aussi sur l'emprise, non seulement du ressentiment, mais de l'autre, physique, violente. Dans votre livre, Ces séparations qui nous font grandir, vous racontez un peu toutes les séparations inévitables. Les enfants qui partent, les ruptures, la mort, tout. La naissance. La naissance. Et il y a un passage que j'ai retenu. C'est cet enfant qui s'en va et cette jeune femme, Pascal, qui vient vous voir. Et elle vous dit, j'ai peur. Vous lui dites, de quoi avez-vous peur? Pour mes enfants. Ils sont malades? Non. Alors quoi? J'ai peur quand ils vont partir. Du jour où leur chambre sera vide et bien rangée. Le dernier enfant et cette mère qui reste sur une rive inattendue. Comment réparer ce manque de proximité avec cet enfant qui est expulsé 2 fois en quelque sorte? J'allais dire, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que Cynthia Fleury disait tout à l'heure. On ne peut pas réparer le manque de proximité. On peut l'inventer, on peut l'amener à essayer de comprendre pourquoi il n'y avait pas la proximité telle qu'elle l'avait imaginée. En plus, parce que qu'est-ce que c'est que la proximité? Donc c'est telle qu'elle l'avait imaginée. Comment elle pourra la créer, puisque ses enfants s'y partent, c'est plus les petits-enfants dont elle n'a pas été proche peut-être. Et peut-être qu'elle en a été plus proche. Donc encore une fois, c'est pas une idée de réparation, dans le sens d'aller chercher ce qui n'a pas existé ou ce qui a été arrêté, voire détruit. C'est s'autoriser à aller plus loin, donc à sortir d'une forme de ressentiment, à aller vers l'après, alors en utilisant l'espérance, en utilisant énormément de ressorts que l'on a d'ailleurs et qu'on ignore souvent, en se disant de tout ça, de toute cette matière et de ce constat que je fais que j'ai un manque, voire une souffrance ou un trauma, enfin quelque chose qui est profondément ancré dont je n'arrive pas à me défaire, quelles autres ressources, quelles autres clés je possède et sur qui je vais m'appuyer à l'extérieur de moi pour pouvoir inventer, créer ce qui me convient dans mon lien à moi-même et dans mon lien à l'autre. La séparation expose, c'est ce que vous nous dites, parce que ce qui était impossible ou inenvisageable avant est totalement possible après. Et vous avez un très beau passage sur le narcissisme. Et rendu possible, c'est pas totalement possible, c'est rendu possible. Et vous avez un passage sur le narcissisme, où c'est une prison de vie à soi, et en se regardant, en s'admirant, on prend le risque de voir se déformer le visage, et nous commençons par vouloir déformer le visage de l'autre. Vous voulez que je vous parle du visage de l'autre, voilà. Dites-moi comment il se déforme. Le visage de l'autre. Vous avez vous aussi, haïr l'autre, c'est lui détruire le visage. C'est ce que vous dites. Ça aussi. Oui, aussi. Vous aussi, vous avez un passage sur le visage. Mais alors pour vous répondre, je dirais qu'il y a un passage, comme ça m'évite de parler de ce livre, parce que je n'aime pas parler de ce que j'ai écrit, moi.
Mais en revanche, dans Sigil amer, il y a plusieurs passages où Cynthia vous parlait du fait de sortir, de dépasser le ressentiment qui peut devenir une emprise si on s'accroche à ça. Vous parlez de la colonisation, etc. Et du fait que si on s'obstine à aller chercher en soi et chez l'autre ce qui ne nous convient pas pour essayer de comprendre ce qui ne nous convient pas ou nous retient dans un lien ou nous retient dans une souffrance, on déforme l'autre. Alors pas le visage tel qu'il est réellement, bien sûr, mais ce qu'on attache à ce visage-là, à ce qu'il représente pour nous, et à tout ce qui représente aussi de notre histoire et de son histoire. En fait, c'est la déformation symbolique, c'est aimer et se dire je déteste, mais pourquoi je déteste? En fait, tant que je déteste, je suis encore dans le lien. C'est ne pas comprendre que tant qu'on est accroché au ressentiment ou accroché à une forme d'emprise ou accroché à une forme de colonisation, on reste dans le lien à l'autre. On ne se défait pas de l'autre. Et donc on va déformer la vision qu'on a de l'autre, la vision qu'on a de nous-mêmes, pour nous le rendre odieux, en espérant qu'en nous rendant l'autre odieux, on va pouvoir s'en défaire. Mais en fait, on se fait encore un écho, et plus on veut rendre l'autre odieux, et plus on se rend également odieux à nos propres yeux. C'est pouvoir se détacher de ce ressentiment, de cette colère qui nous permet aussi d'avancer. Vous parlez vous-même de « ailleurs l'autre, c'est lui détruire le visage ». Lui renoncer une identité, la métaphore de la reconstruction du visage est déterminante dans votre livre. C'est ce qu'elle a dit, justement. En tout cas, je ne vais pas nécessairement rebondir sur la question du visage, de la haine, etc., sûr. Mais sur la question de la séparation, oui. Parce que c'est vraiment un des points, je pense, qui est très important, en tout cas dans ces deux ouvrages. Et qui, moi, est symbolisé par le sigil amer, la maman, c'est la question de la césure, de la séparation qui vous constitue, qui fait de vous un sujet, c'est le principe de subjectivation, le principe d'individuation, c'est cette histoire-là, c'est cette histoire de la fécondité de la séparation, si vous voulez. Donc la vérité de la relation aux parents, c'est la séparation, c'est-à-dire que c'est le même terme, d'ailleurs. Bon. Donc c'est vrai que parfois on est peut-être sans doute un tout petit peu trop dans le fantasme de la fusion ou l'illusion de l'autre venant combler ce que je suis, enfin, etc. Et tout ça fait que on passe à côté de la vérité peut-être triste et terrible, mais néanmoins réelle, du fait que nous sommes des êtres séparés. Est-ce que la séparation dans la maladie, justement, c'est un des grands enjeux de l'accompagnant, de l'aidant, dans mon cas, dans ce que je raconte, de l'aidant. Oui. C'est-à-dire comment être là, et en même temps être toujours là, et en même temps être en retrait, suffisamment en retrait, pour que l'autre, le malade, et en l'occurrence encore plus si c'est un enfant évidemment qu'on accompagne, parce que c'est doublé de la relation parentale évidemment, pour qu'il puisse avoir, Cynthia Fleury parlait tout à l'heure de responsabilité, trouver en lui-même où sont ses ressources, et se construire comme un individu quand même encore, bien que malade, responsable et individu. Parce que le problème de la maladie, c'est quand même qu'elle attaque cette intégrité de l'individu très fortement, que le soin, en particulier en oncologie, et en particulier sur un enfant, le réduit le corps, le réifie terriblement les corps. Et donc, il y a une perte d'individuation, de subjectivité. Et évidemment, il y a un chapitre qui s'appelle « Ton corps n'est plus ton corps », où je dis « Ton corps ne t'appartient, ton corps n'est plus ton corps, il est à ceux qui le piquent, le repiquent, le tournent, le retournent, mais il est aussi à ceux qui t'embrassent, qui te caressent, il reprend ce corps, prends-le leur, dit le chapitre, prends-le nous. Reprends-le nous, à nous aussi. Et évidemment, c'est symbolique. Ton corps n'est plus ton corps, mais tout son être, en fait, peut échapper. Et dans le rapport de parents aidants à enfants malades, il y a en effet toute cette question qui se pose pour le moment du soin et pour l'après. Parce que dans la reconstruction de ces enfants-là, on sait très bien, et on le sait très bien au moment où on les aide pendant la maladie, qu'après, il faudra qu'ils se déchargent de tout un poids
de la gratitude, du parent qui a été là, de la fusion. Parce qu'il y a quelque chose, je dis aussi que ces enfants-là, mais tous les malades, à la fois ressemblent à des vieillards, mais en même temps, et ils sont atteints d'une maladie qui est de personnes plus vieilles, c'est le paradoxe, mais en même temps sont ramenés à quelque chose d'éminemment archaïque, infantile, presque ils sont démunis comme des nourrissons pratiquement, parfois ils ne parlent presque plus, donc ils sont dans l'infance totale, et à ce moment-là, il faut pourtant qu'il reste un enfant de son âge et un individu avec une individuation possible. D'ailleurs, à la sortie de l'hôpital, il reprend son enfance. C'est comme si elle attendait dehors. Oui, mais c'est toute la question aussi qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas au même endroit, et on ne répare pas, et on ne repartira pas du même endroit, et lui non plus ne repart pas du même endroit. Et qu'est-ce qu'il fera de cette... Donc, pour compenser cet être démuni, effectivement, le parent est tenté d'être à nouveau dans une fusion qui est très archaïsante pour lui comme pour l'enfant. Et ça, je l'avais un peu en tête pendant, on l'a encore plus en tête après, mais tout de même, c'est tout l'enjeu de l'aidant, il me semble, que d'être capable de donner cet accompagnement. J'ai la métaphore de l'accompagnement musical, parce qu'évidemment, Si est un livre qui est traversé par la musique, mais c'est ça, c'est le pianiste qui vous accompagne. Moi, je fais du chant et parfois je m'accompagne, parfois c'est un pianiste. Il est là, il pose les accords et vous pouvez improviser, mais vous savez que de temps en temps, si vous faites un pas de côté, si vous avez une petite avance sur le rythme, il va vous rattraper. C'est toute la beauté de l'improvisation, et je trouve que le travail d'aidant, c'est aussi ça. C'est cette capacité d'être l'accompagnateur, en fait, musical, au sens musical du terme. Virginie, il y a un passage dans Étonnante fragilité sur Agathe. C'est une fille qui fait plus vieille que son âge. Et étant plus vieille que son âge, oui, on a oublié son âge. Oui. Donc les adultes ont décidé qu'elle n'avait pas besoin d'eux. Donc elle saute d'âge comme on saute de classe en quelque sorte. Oui, oui. Et elle a pris un air grave. Ça rejoint un peu cette perte. Ça rejoint parce que moi, c'est le sujet passionnant parce que c'est la vie. La séparation, souvent ce qui m'aide, c'est l'étymologie. Ainsi, donc c'est vrai que ce que vous disiez, parents, séparer, réparer, parer quelqu'un, c'est donc à la fois et la séparation, c'est aussi du côté du parent et du côté du soignant. C'est aussi à quel moment on peut vraiment laisser partir l'enfant, se séparer, c'est rendre la vie possible, l'altérité possible. Et par rapport à on parle de cette jeune fille, c'est effectivement, enfin, elle sait que j'ai parlé d'elle dans le livre, même si j'ai effectivement vraiment romancé. Sauf que j'ai un peu du mal à faire le lien finalement avec la question, dans le sens où ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle a joué, parce qu'il y avait des failles maternelles. Une maman qui a des jumeaux et qui ne peut pas s'occuper des deux, puis donc elle s'est sentie abandonnée. Donc elle a grandi très vite, effectivement, et physiquement, et aussi, donc elle fait partie de ce qu'on appelle les enfants à haut potentiel. Et donc, elle a forcé la séparation de son côté. D'ailleurs, elle était vraiment en rupture. À 15 ans, elle n'appelait pas ses parents par papa, maman. Elle était... Et alors, c'est là, c'est un peu compliqué parce que de parler d'un exemple pour moi, mais c'est d'une certaine façon, presque au contraire, c'est que la thérapie, quand sa mère est venue, et c'est pour elle-même d'abord, puis pour son enfant, d'une certaine façon, a quand même permis un certain, non pas retour en arrière pour revenir à l'ancienne, mais le côté de la présence thérapeutique, oui, bienveillante, a permis d'une certaine façon de régénérer les tissus affectifs. Voilà. Donc, ça n'a pas été retour à l'ancienne, mais il y a quand même eu de la réparation du passé. Quand je dis régénérer le tissu affectif, mais comme on peut aussi, du point de vue des opérations, en tant que médecin, faire des opérations de régénérescence. Hein. Donc, Alors, toi, tu parles de la rupture-guérison. Ce sont des gens qui s'aiment encore, mais le dysfonctionnement existe déjà dans leur couple. Ah oui, au sein du couple amoureux. Voilà, oui. Alors, oui, j'en parle. Enfin, déjà, ce que je dis, c'est qu'il faut essayer de distinguer ce qu'est une rupture et ce qu'est une séparation. Parce que la séparation, elle commence avant la rupture, elle se termine après la rupture, et une séparation, c'est le temps de la compréhension, de la destruction, de la construction, de la consolidation. Alors que la rupture, c'est un jour c'est là, et la seconde d'après, c'est plus. Donc on ne réfléchit pas à la rupture comme on réfléchit la séparation. Donc la rupture et guérison, en fait, elle s'inscrit
dans un cheminement de séparation où il y a un constat, il y a de l'amour, de l'affection, du respect, de l'admiration, ce que vous voulez, mais que pour autant les deux personnes ensemble, ça n'est plus possible. Et que parce que ce qu'elles cherchaient l'une l'autre inconsciemment dans le lien amoureux, est en train de, non seulement de s'épuiser, mais elles restent figées dans ce qu'elles sont et elles ne peuvent plus avancer, elles finissent par être dans le ressentiment, puisque ce qu'elles sont allées chercher chez l'autre, elles ne le trouvent plus, elles n'ont pas réussi à le trouver, et elles finissent par en vouloir à l'autre et par en vouloir à la relation de ne pas apporter ce qu'elles cherchaient. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour, c'est simplement que ce qu'elles ont imaginé dans la relation et ce qu'elles ont trouvé dans la relation est trop différent. Il n'y a plus assez de points de rencontre pour que la relation soit viable. Mais je pensais juste au ressentiment, et ce qu'on dit un petit peu toutes les quatre. Il y a un terme, moi, qui m'horripile depuis quelques mois, qu'on n'a pas encore évoqué, je vais donc le dire, c'est résilience. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société, on en parlait avant de commencer, avec l'injonction au bonheur, avec la nécessité d'être résilient, on nous invite à être résilient, donc je ne sais pas moi comment on fait pour devenir résilient, mais surtout la résilience, c'est quand même revenir à son état initial, si on s'en tient au principe physique. Donc en psychologie, en psychiatrie, en psychanalyse, ça serait inviter l'autre à revenir à son état initial d'avant la souffrance ou d'avant le trauma. Mais ça veut dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé pendant ce temps de souffrance, pendant ce temps de traumatisme, pendant ce temps parfois d'abîme total, on le rend inexistant. On lui retire son temps, sa temporalité, mais on lui retire aussi tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Alors ça peut être en émotion énormément de choses, en vécu énormément de choses, et on voudrait mettre l'existence de certaines personnes entre parenthèses parce que c'est merveilleux, vous êtes sorti du trauma, vous avez compris que vous avez bien souffert, vous êtes revenu à votre état d'origine, donc c'est 2, 3, 5, 10, 15 ans de votre vie, finalement on va faire comme si ça n'existait plus parce qu'on ne travaille pas dessus. Et je crois qu'une des causes du ressentiment, ça peut être là aussi, c'est-à-dire que si on n'autorise pas une personne à dire qu'elle est dans le ressentiment, quel que soit son ressenti, mais si on ne l'autorise pas à exprimer, elle ne peut pas le dépasser, parce qu'elle va avoir besoin de le dire au début, quand vous évoquiez avec Cynthia Fleury le divan du notaire, et des personnes qui sont plus, ou encore, ou pas encore d'ailleurs, dans le ressentiment. C'est un type de réflexion qu'on peut entendre entre frères et sœurs. Bon, je suis fille unique, donc j'imagine. Hein. Mais comment ça, t'en veux plus à papa et maman pour ce qu'ils nous ont fait, t'as oublié. Et en fait, il y en a un des deux, ou des trois, ou des quatre, j'en sais rien, qui va avoir dépassé son ressentiment, qui va avoir construit quelque chose, pendant que l'autre a encore besoin de l'exprimer. Et si on ne le laisse pas exprimer son ressentiment, il va tourner autour. Et il va s'enfermer dedans. Mais exprimer son ressentiment, ça ne veut pas dire nourrir le ressentiment. C'est tu l'as dit, et maintenant on en fait quoi de ce que tu as dit, de ce que tu as apporté? Il y a aujourd'hui des ruptures dues à la pandémie. Ça veut dire qu'au début, les gens croyaient que ce huis clos, oh là là, on va être ensemble, c'est magnifique. Et donc là, ils sont floués. Au-delà de la séparation, au-delà de la rupture, ils sont floués. Alors, ces ruptures-là, comment guérir de ça? Parce que quelque part, c'est ce qui est arrivé qui les a floués. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu rupture. Je sais pas, c'est difficile de répondre. Virginie, tiens, je te donne le bébé. C'est une question qui est terrible. Je connais plein de gens qui sont Il n'y aurait pas eu rupture s'il n'y avait pas eu la pandémie. S'ils ne s'étaient pas retrouvés à huis clos. La vie de tous les jours distrait, qu'on le veuille ou pas. Mais... Quand on se retrouve à huis clos, bon, en vacances, c'est très beau. Mais un couple qui se retrouve à huis clos, il faut avec des enfants qui doivent travailler, télétravail, il faut attacher les enfants, presque, pour qu'ils se calment. Mais à ce niveau-là, je pense que vraiment c'était très révélateur, parce qu'il y a dans d'autres familles, c'est complètement extraordinaire ce qui s'est passé. C'est que le père qui travaillait depuis 20 ans, pour la première fois de sa vie, a pu bénéficier de la maison, et donc il a connu la famille. Donc en fait, je pense que comme toute crise, ça a fait que mettre en valeur quelque chose qui couvait plus ou moins. Enfin, c'est un peu rapide de le dire comme ça, mais c'est le... Après, ça renseigne, tout ce qui est dit renseigne sur la personne qui le dit. C'est effectivement de quoi se plaint cette personne qui dit c'est à cause de l'autre. Et là, on va trouver les raisons en soi plutôt que de se servir de l'autre comme prétexte de son malheur. Et
Je crois que l'enfermement aussi a joué. L'enfermement a beaucoup joué. La non-tactilité avec les autres aussi. Oui. Elle ne voyait personne. Je rebondis sur ces morts escamotées dont vous parlez, ces enterrements. Mais ça, c'est dramatique. Ces deuils, c'était impossible. Ça, c'est dramatique. pas normal. C'est dramatique. Ça aussi, c'est une séparation terrible. Ça, c'est dramatique. C'est un deuil dans le deuil. Mais c'est plusieurs séparations. Parce qu'il y a le deuil réel, le deuil symbolique, le deuil imaginaire, le deuil... Enfin, on est confronté à tous les deuils d'un coup. Ils ne peuvent pas faire leur deuil, ces gens-là. Mais c'est vrai que les ruptures, là, pendant la pandémie, moi, c'est plus des ruptures parce qu'il y a eu de la violence, ce que j'ai reçu. Oui. Donc, mais je pense que les couples qui se sont séparés, c'est qu'il y avait déjà quelque chose et que ça a été un accélérateur, mais un jour ou l'autre, ou en tout cas, c'est que les fondations du couple, peut-être qu'ils seraient restés ensemble, mais c'est un couple en superficie, le terreau du couple, le creuset du couple n'était pas là. C'est comme dans la maladie, le confinement. C'est un confinement et le couple lui-même. Il y a évidemment des points communs et je les ai vécus et ressentis et revécus, puisqu'il y a une injonction revivre, mais dans un autre sens. Donc vécu encore cette séparation dans le temps et dans l'espace, c'est exactement ça. Ce que je décris dans le roman, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un autre temps, un autre espace, avec des lois propres. C'est ça aussi probablement qui a en effet déstabilisé beaucoup de gens, outre le fait de se retrouver ensemble, etc. Mais on se retrouve dans un espace confiné. En hospitalisation et en longue hospitalisation, on se retrouve dans un autre monde qui a d'autres lois, qui a ses lois propres, et ce sont les lois de la maladie et des protocoles. Avec des gens que l'on n'aurait pas rencontrés sinon, avec qui... donc ça peut être à la fois très intéressant et en même temps extrêmement difficile. Le livre traverse ça, traduit ça avec des chapitres qui s'appellent l'appartement, puis la ville, puis la tour de Babel. C'est-à-dire que c'est une manière de sublimer justement ce déplacement spatial et ce confinement imposé en faisant une extension du familier, un hospitalier au sens propre, et en transformant l'Institut Curie en un appartement avec effectivement son salon, sa salle à manger, puis une ville avec des voisins, ceux de l'étage en dessous, ceux du rez-de-chaussée, un jardin qui est le jardin de l'Institut, et puis une tour de Babel, parce que c'est un endroit où plusieurs langues, et dans tous les sens du mot, se côtoient, plusieurs univers, plusieurs cultures sociales. Et donc il faut en effet vivre ensemble. Et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que c'était en effet un apprentissage. Traverser cela, c'est aussi un apprentissage de vivre dans un espace-temps différent. On a parlé aussi beaucoup pendant le confinement de la temporalité qui était différente. Ce que j'ai retrouvé d'identique un peu ou de similaire à ce que j'avais pu traverser, c'est en effet le fait que tout d'un coup les gens se retrouvent privés d'un passé auquel ils n'ont plus trop envie de penser parce qu'ils n'y ont plus accès, et à ce moment-là ils seraient dans le regret ou la rancœur ou le ressentiment, privés d'un avenir où ils ne peuvent pas se projeter puisqu'on ne sait pas, on est dans l'incertitude totale, et obligés d'habiter une forme de présent éternel qui est tout à fait le présent de l'hôpital du patient, obligé d'être enfin patient et condamné à ne pouvoir qu'investir le présent et à y retrouver ce dont parlait Cynthia tout à l'heure, une forme de curiosité, une forme d'inventivité. Et c'est l'unique solution, mais on y vit. Vous avez raison, on y vit, on ne cesse pas de vivre. Vous faites beaucoup entrer l'imaginaire d'ailleurs dans le livre. D'ailleurs, elle a travaillé sur l'imaginaire. Alors, effectivement, j'étais spécialiste de l'imaginaire en tant qu'universitaire. Mais effectivement, c'est une question de réinventer. L'imaginaire est à la fois dans le moment présent de la confrontation à la maladie et de l'hospitalisation, un des modes, une des ressources dont on dispose, et probablement pour moi la ressource dont on dispose principalement pour pouvoir réinvestir l'élan vital dans ce qui est tout d'un coup quelque chose qui sclérose les individus. Donc c'est de la modalité, et évidemment dans l'a posteriori de l'écrit, mais comme j'écris au présent, les deux se mêlent, dans l'a posteriori de l'écrit, l'imaginaire était évidemment l'élément de la reconstruction. L'imaginaire, c'est ce qui permet à la fois d'investir le temps, de rentrer dans le réel en fait, de l'habiter, et aussi en même temps de le dilater.
C'est-à-dire, il y a une forme de contraction et de dissolution, si vous voulez. À la fois on se contracte, on va dans un point précis de la contemplation des objets, des choses et des êtres. Je parle de Francis Ponge, hein, le parti pris des choses. On prend le parti des choses et des êtres au présent, là où on est, et on se contracte là-dessus, on se condense là-dessus. Et en même temps, cette condensation permet de dilater le temps et l'espace, et donc une forme d'échappée, mais qui n'est pas une fuite, qui est juste une dilatation de ce temps confiné, de cet espace confiné, et c'était exactement la même chose pendant le confinement, en fait, de cet espace restreint qui est devenu notre espace. Mais de toute façon, que ce soit l'hospitalisation ou le confinement, ils sont extrêmement métaphoriques de la vie, puisque la vie n'est rien d'autre qu'un espace-temps qu'on nous donne, réduit et défini, qu'il va falloir habiter d'une manière ou d'une autre. Et l'imaginaire, pour moi, est le mode, il peut prendre toute forme, mais est le mode de réponse à cela, oui. Alors, quand est-ce que la séparation nous grandit? On va un peu vite. Non, mais j'aurais tendance à dire qu'on grandit, bon, pas sur le plan physique, hein, bien sûr, mais sur le plan émotionnel, affectif, psychique, etc. On grandit tous les jours à partir du moment où on est prêt à recevoir ce que les autres nous renvoient, même dans la douleur. Et la séparation, puisqu'on est en fait, on accumule les séparations au cours de notre vie. On traverse des périodes où on ne fait que grandir. Alors, on grandit peut-être pas tous les jours. Grandir, c'est croître en pensée, c'est croître en libre arbitre, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est croître en détachement par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire un isolement, ça veut dire une capacité d'être soi-même avec soi, puis d'être avec l'autre. Donc on grandit tout au long des séparations que l'on va traverser. Et la séparation obsessionnelle, parce qu'on ne s'aime pas au même moment, on s'aime au même moment, mais on ne se désaime pas au même moment. Et il y a dans la séparation, parfois quelqu'un qui tourne en boucle, son ressentiment. Et ça tourne en boucle, c'est même très dangereux. C'est-à-dire que lui, cette personne va dire qu'elle est séparée, mais elle n'est pas séparée, en fait. Elle est même complètement attachée à l'autre, elle est accrochée à l'autre, elle est presque plus accrochée qu'elle n'était avant qu'il y ait une rupture. Donc, et dire, poser, mais d'ailleurs ce sont des personnes qui en général vont aller le raconter un peu à droite et à gauche, poser la séparation, c'est encore parler de l'autre. Et c'est encore parler de la relation, et c'est encore parler de sa souffrance, et c'est encore se maintenir dans cette histoire-là. Donc, alors après, si ça tourne à la névrose ou à l'obsession, je pense que j'ai au moins 3 personnes ici qui sont d'accord avec moi, que inviter à consulter. Mais oui, la question qu'il faut se poser, c'est finalement pourquoi je suis autant non séparée de la personne qui s'est séparée de moi. Donc, qu'est-ce que dans cette relation au-delà de la personne, j'étais allée chercher? Qu'est-ce que je n'ai pas trouvé? De quoi j'ai encore besoin? Parce que c'est tout ça qui s'auto-alimente et devient névrotique pour le coup. Je reviendrai tout à l'heure, je posais la question à Virginie. Virginie, vous êtes psychanalyste, auteure de plusieurs ouvrages, conférencière, et vous gérez Psychanalyse en mouvement. À la fragilité, vous avez ajouté le mot étonnante. C'est comme un tuteur à une plante pour qu'elle puisse pousser. Pourquoi vous avez choisi de redonner hauteur à la fragilité? Non, redonner hauteur, c'est pas mal, parce que de l'entendre comme ça, c'est que tout à l'heure, je parlais de fragilité, vulnérabilité. Et bon, c'est vrai que les deux se recoupent, mais j'avais vraiment envie de penser la vie au départ comme étant fragile. Et de par mon histoire, de par mes héritages, mais aussi de par ma pratique, je me suis rendu compte qu'on a, de la même façon que c'est caricatural ce que je vais dire, mais que les hommes se pensaient supérieurs aux femmes, que les humains se pensaient supérieurs aux animaux, voilà, il y a cette truc de supériorité qui fait qu'à un moment donné, on s'investit d'une force et d'un pouvoir qui ne tient pas compte justement de la réalité de notre sensibilité. Et donc ça peut donner des miracles merveilleux, effectivement, de construction, de survie. J'ai fait exprès d'ailleurs de prendre parfois de sublimation aussi, mais très souvent il y a cette fragilité non considérée. C'est là où j'ai pris quelques exemples que j'ai découverts en décrivant le livre, que ce soit Kennedy ou Marilyn Monroe, à quel point des gens avaient été maltraités par la vie dans leur enfance, et que c'était simplement leur fragilité d'être humain qui n'avait pas été respectée.
Et c'est là où je me dis, ben oui, à quel point respecter cette fragilité. Alors c'est vrai que les traumatismes nous permettent de nous en prendre conscience, et quand il y a eu la maltraitance, la maladie aussi, j'avais effectivement à quel point respecter de fragilité régénère là encore la vie et devient source de puissance, et en même temps ça donne un regard aussi plus juste sur les choses. Moi je sais qu'en travaillant sur ces personnes-là, j'ai eu beaucoup plus d'amour, si je peux dire, ou d'admiration pour John Fitzgerald Kennedy. Alors dans ce moment fiché, je me dis mais quelle beauté de... Voilà. Je crois que là, c'est une dynastie de ressentiment, parce que le père, oui. il les voulait vraiment au garde à vous. Oui. D'ailleurs, je crois qu'un des petits-enfants a dit, quand le père est mort, maintenant, nous n'avons plus besoin de faire des efforts, nous pouvons devenir des vauriens. Oui, voilà. Extraordinaire. C'est une dynastie de ressentiment. Oui, et dissimulé, et pour le coup, est dissimulé et camouflé derrière une apparence pour sauver les apparences, et qui est effectivement cultivé dans les familles. Et c'est là où on dirait que pour qu'il y ait un après le ressentiment, en termes de thérapie, il faut aussi l'écouter. Enfin, il faut aussi le mettre pour le permettre quand même un peu de le dissoudre, de l'évacuer, de le sortir, un peu comme on pourrait le faire d'une maladie physique aussi. Il y a symptômes qui viennent de sortir, c'est pas beau, mais bon, voilà. Et là, je dirais, oui, le dissoudre. J'aime bien dans ce sens-là. Il n'y a pas de solution, mais la solution, c'est aussi la résolution. Hein, et son sens, il y a de l'analyse. Il y a une phrase qui m'a frappée, c'est « On obéit d'abord par insécurité, puis on se rassure en faisant appel à ses propres forces. Oui. » Quitte de l'obéissance massive en cette période de pandémie. On a tous obéi. Ah non, mais là, pour moi, je suis encore en plein dedans. On s'est trouvé en tant que psy, peut-être en tant qu'enseignant vivant la même chose, le même quotidien que les personnes avec lesquelles on vivait, tout en devant quand même, moi en tout cas, tenter de remplir ma fonction. Mais je me dis, mais quelle maltraitance pendant toute cette période-là. Et effectivement, d'obéissance qui sacre la peur qui ne se dit pas, surtout. C'est effectivement, on en retrouve le même pas peur, je n'ai pas peur. Alors qu'on est... Alors, l'autre côté, c'est que ça, je me sers, quand j'ai tout à l'heure, c'est le laboratoire. Oui, c'est l'occasion aussi ou jamais de se mettre à l'écoute de la peur réelle. C'est l'occasion ou jamais de se mettre à l'écoute des traumatismes, parce qu'elle fait vraiment un retour du refoulé extraordinaire, hein, en termes de soins. Mais cela temps, on peut le faire que pour des personnes qui sont prêtes à le faire, qui viennent vers nous. Parce qu'il y en a d'autres qui, au contraire, vont s'enfermer, effectivement, dans des petits soldats d'obéissance et qui nous demanderont aussi d'obéir. Vous louez l'émerveillement salvateur. Vous dites que la créativité, ce sont des terres de guérison. Ne risquons-nous pas d'être déçus ou en échec si ces terres de guérison n'étaient pas au rendez-vous vraiment ? Alors là, parce que ce sont des chemins vraiment, oui. C'est qu'effectivement, il y a les mots qui sont des invitations. Bon, la déception, elle est inscrite même dans la naissance. Hein. Je pense qu'on voit l'enfant porté au nu dans le ventre, et puis évidemment l'arrivée, c'est la chute, le paradis. Il y a la déception. De toute façon, il y a de la déception. Mais comment faire justement pour ne pas, d'une part, là encore, la nourrir, quand tu disais, ne pas la nourrir, et ne pas l'entretenir, comme ne pas entretenir justement l'émerveillement. C'est pas une illusion, c'est pas une promesse, c'est un acte, c'est un regard, c'est effectivement des regards d'enfants, mais que la maladie nous rappelle justement à un moment donné, tout devient merveilleux. Donc c'est pour ça, c'est pas une promesse, c'est pas une injonction, c'est pas ça, c'est vraiment une invitation. Comme la création aussi, une invitation, mais la création, c'est pas le succès, pourquoi pas le succès, je dis pas ça, mais c'est pas le résultat visible. La création, ce sont ces actes de tous les jours qui permettent de produire et de créer, effectivement, plutôt que de détruire ou de se laisser détruire. En matière de ressentiment, on peut parler aussi c'est un sujet que je connais bien parce que je fais des modules dessus, je travaille tout le temps dessus, c'est les grands patrons une fois à la retraite. Ça veut dire que la montée d'adrénaline s'arrête, à l'instant ils mettent le pied dans l'ascenseur, le roi est mort, vive le roi, ils font des AVC, ils se suicident. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils rentrent à la maison. Et il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a plus de légende. C'est un homme sans légende ou une femme sans légende. Peut-on survivre à sa propre légende ? Mais moi, je pense que c'est un travail qui peut être passionnant pour des personnes qui sont passées, parce que souvent j'entends dire aujourd'hui, ce film, ça, il est bien parce qu'il ne traite pas de psychologie. Et je me dis, mais pourquoi ce côté pourquoi couper la vie, mettre le psychologique de côté ? Mais c'est vrai qu'il y a plein de métiers où effectivement les gens n'ont pas pris compte de leur psyché, n'ont pas pris compte de leur dimension affective, n'ont pas fait attention à eux. Donc dans le meilleur des cas,
Je pense pour des personnes comme ça peut être l'occasion de se mettre à l'écoute d'elles-mêmes dans la globalité, y compris donc là où il y a eu un surinvestissement et dans la reconnaissance par des pairs selon souvent des critères qui sont très éloignés des pensées profondes. Je pense qu'il y a une vie après la vie dans ces cas-là, je pense. Voilà, j'ai envie de dire ça, il y a une vie, voilà, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, il y a une vie après la vie et qui peut être merveilleuse en tant qu'invitation à la découverte de soi et de l'ailleurs et de l'au-delà. Vous avez un soin qui va par la compassion pour soi. Oui. Et vous vous dites, n'oublie pas que les cris muets que tu pousses en plein jour ne s'entendent pas parce que c'est comme ça. N'oublie pas de te soutenir de tous tes rêves. N'oublie pas de te souvenir que si l'éternité t'habite, tu ne l'incarnes pas éternellement et que tu froisses aussi facilement que tu déplies. Mais vous demandez à l'autre d'aller chercher en lui quelque part quelque chose. Ah oui, mais je crois que tout le monde, vous êtes un peu toutes dans cette optique. Oui. Non, mais c'est tellement important de se rendre compte à quel point, et là je vois avec des patients, j'ai des patients, parce qu'on parle d'analysant, mais de temps en temps j'aime bien dire patients, j'ai pas envie d'étiqueter, et de temps en temps il y a ce côté du soin qui fait ça. Oui, de se rendre compte à quel point ils sont sévères d'abord avec eux-mêmes. Et là, effectivement, donc c'est difficile, c'est la compassion avec soi, mais c'est avoir un autre regard. Et si on commence à bénéficier soi-même, c'est naturellement on l'a vers les autres. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais quand même, ouais. Moi je trouve ça vraiment important. Bon, c'est venu aussi à partir de mon travail analytique. Hein, c'est pas venu de l'extérieur, mais c'est tellement important. Et puis c'est aussi oser se remettre au centre de soi. Et c'est là où qu'on peut de nouveau s'ouvrir aux autres. Hein, je reviendrai, on est un peu peut-être par le temps, mais par contre, je vais passer à vous, Lise. Lise, donc, vous êtes conférencière, vous faites des ateliers d'écriture, du coaching, vous avez publié plusieurs ouvrages sur les mythes et l'imaginaire, et Si, bien sûr. Votre livre Si est un livre fondateur, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui viennent vous écouter, en colloque, vous lire, et c'est votre propre soin à vous-même et le soin aux autres. Alors, cette attention nécessaire, donc on raconte un peu rapidement, votre enfant a un cancer, bon, on est pratiquement passé d'un bobo à la cuisine à Curie. On est passé à avoir un équerre par la pédiatre aussi, etc. Oui, en 12 heures, oui. Voilà, exactement. Donc, tout le monde rentre à Curie, résidence secondaire, provisoire, mais terrible, et se déclenche le Si. Le premier Si de Lise, c'est quand? C'est votre fille? Le premier Si, oui, c'est une anecdote que je raconte, mais qui est fondatrice du titre. Effectivement, c'est une petite fille de 7 ans dans une cuisine. En effet, toujours, ça se passe dans une cuisine, ce lieu de l'intimité familiale, avec un petit garçon de 4 ans et la maman le matin qui fait le petit déjeuner. Et puis le frère aîné de 10 ans a été hospitalisé 2 jours avant et la petite fille dit « Bon, bah, qu'est-ce qu'il a ?» On répond la vérité aux enfants, un cancer. Il va mourir. Là, la mère embêtée dit cette phrase qu'on lui a fait qui laisse un petit peu d'espace, ça se guérit. Et comme cette petite fille est assez maligne, elle entend bien l'abîme qui se dessine dans cet espace. Donc, et si on ne le guérit pas? Ça se guérit, répète la mère. Et si on ne les guérit pas, redit la fille, 3 fois, 4 fois comme ça. Puis au bout d'un moment, la mère de Guerlas dit « Écoute, il n'y a pas de si. » Et cette petite fille dit « Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu vois bien, maman, qu'il y a un si. » Donc en fait, c'est venu de là. La petite fille, c'est évidemment ma fille. Et après, effectivement, le si recompose tous les différents sens, puisque cette petite Anna a bien compris que toutes les notes sont dans la gamme et que si a plein de sens. En effet, celui de ce suspens, hein, et si on ne le guérit pas, celui aussi de et si on avait fait autrement, celui du regret, celui peut-être du ressentiment aussi, hein, et si on me reconnaissait le droit de, et s'il n'y avait pas d'injustice. Et puis il y a le si des notes de musique, il y a le si de cette liberté de la créativité musicale, il y a le si de l'intensité, on est si vivant, on vit ça si fort, et puis il y a le si de l'affirmation face à la maladie, si on va se battre. Donc c'est tous ces sens-là. Mais ça part de cette petite anecdote, toute simple. Vous gériez le présent, je dirais le présent multiple. Il y avait l'enfant, la maladie, les autres enfants à la maison, Noël, les annonces reçues, la bulle de l'Institut, tout. Comment on gère un présent multiple? C'est la question du temps, en effet, qui est centrale. Réinvestir un présent, et quand il y a 2 présents, il y a le temps du dehors,
le temps de la vie qui va et le temps d'une autre vie, parce que vous aviez tout à fait raison, on ne cesse pas de vivre, on vit simplement une autre vie. Le temps de l'autre vie, celui de l'hôpital, comment on gère, on s'organise, ça s'organise. Quand on a la chance d'être encore en couple, on gère ça en couple. Souvent, on parlait de ces ruptures en temps de confinement. Souvent, à l'Institut Curie, les gens ne sont plus en couple pendant. Souvent, un des deux parents, souvent le père s'en va. Il est où à ce moment-là? Le ressentiment... Alors, la question, quand vous m'avez invitée, je me suis dit, la question du ressentiment est-elle vraiment au centre de Si? Je n'en suis pas sûre pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, et je montre Cynthia, excuse-moi, du doigt, parce que je l'ai retrouvée dans Si Gina mère, c'est-à-dire que jamais, en fait, honnêtement, jamais je ne me suis dit pendant je n'ai pas de chance, c'est dégueulasse, quelle injustice. D'abord, pour la raison du traumatisme et pour cette raison qu'on est d'une certaine manière dissocié. Je raconte dans le livre que je n'ai jamais pleuré sur mon histoire, ni même pensé à cette injustice-là, et que finalement je ne l'ai vécu que quand d'autres mères me racontaient leur histoire, et que je me disais c'est quand même vraiment dégueulasse ce qui leur arrive. Un corps de femme n'est pas fait pour supporter la violence, ces entrailles-là ne peuvent pas supporter la violence de ce qui leur est fait. Et rarement dans ces moments-là, je me disais mais enfin... tu es au même endroit qu'elle. Donc, je pense qu'il n'y a pas de place à ce moment-là, véritablement, pour le ressentiment. C'est une question de l'après. Si ressentiment il y a, c'est à la sortie. C'est quand, justement, on repart du temps de l'hôpital et qu'on retrouve le temps du dehors, et qu'il faut réinscrire sa vie, et qu'on vient, vous savez, c'est un peu comme un immigré, en fait. On a été en exil, et on a cette double appartenance culturelle. Ou peut-être même comme un immigré qui rentre au pays et où on ne le reconnaît plus dans son pays, où il n'est plus d'ici ni de là-bas, il n'est plus de nulle part. Et là, à ce moment-là, en effet, moi je n'ai jamais été en révolte contre l'injustice de la fatalité. J'ai pu l'être beaucoup plus contre celle des hommes, parce que j'avais le sentiment, l'injustice des hommes me pesait plus que l'injustice de la fatalité. Parce que l'injustice des hommes, je me disais là, il y a quelque chose à faire, on peut. Peut-être, et il pourrait. Et c'est vrai que pour des tas de raisons, vous portez sur vous, comme une espèce de chancre, hein, je le dis, visible, ce dont vous venez. Et ce que vous portez, c'est la mort possible de l'enfant. Ce que vous portez au regard des gens à l'extérieur. Et la mort possible de l'enfant est un impensable, est un tabou. C'est plus qu'un tabou, c'est un impensable. Le réel de la mort de l'enfant, c'est contraire à l'ordre des choses. Donc c'est contraire au temps. Donc quand vous rentrez dans le temps réel, le temps de l'extérieur, et que vous êtes confronté à un monde qui exclut cette possibilité-là. Parce que, ontologiquement, c'est exclu normalement qu'un enfant meure avant ses parents. À ce moment-là, vous portez quelque chose qui est insupportable pour les autres. Et alors, ils peuvent vous le renvoyer très violemment au visage. Et là, on est encore un pied dehors, un pied dedans, comme je le disais. Et là, il faut en effet faire preuve de ce que Cynthia décrit, mais merveilleusement. C'est-à-dire se dire, je dois me donner plus que ça. Plus que ce ressentiment-là. Je ne peux pas laisser ce ressentiment m'envahir. Et il est là. Il est là le vrai courage. Il n'est pas pendant. Pendant, on est une machine de guerre. Je crois que Cynthia est pressée, mais avant, je voudrais poser une question. Qui est le vrai personnage de Si? Est-ce que c'est Solal? Est-ce que c'est la maladie ou est-ce que c'est Lise Marceau? Alors, le Si est écrit du point de vue de la mère, et il n'est pas écrit du point de vue de l'enfant. Jamais je me serais permis de faire ça. C'est ce qui se passe dans la tête, dans le corps social, dans le corps affectif, dans la pensée d'une mère confrontée à la perte possible de son enfant. Après, le corps social aussi de la maladie, de l'hôpital est très au centre. C'est aussi une réflexion sur ce que c'est que l'hôpital. Mais je pense que ce qui est au centre, en fait, c'est le temps. C'est-à-dire notre capacité à habiter le temps de manière beaucoup plus générale que la maladie. D'autant qu'il y a deux manières de l'écrire. Enfin, vous l'avez écrit de manière différente, une manière vraiment parler, vous, votre histoire, et puis la manière, le regard extérieur de la caméra qui se pose sur la mer. Et d'ailleurs, il est écrit au jeu et elle, oui. Oui, c'est écrit, ça passe en italique. Et là c'est vraiment cette mère dont vous venez de parler, puisque vous venez de parler de vous,
qui tout d'un coup est observée par un œil photographique, et on la suit dans les couloirs, on la suit dans la chambre, on la suit aller courir au jardin du Luxembourg, mais on la suit sans que l'émotion soit jamais débordante. On la suit tout au long de la maladie de votre fils. Oui, c'est une manière de revivre. J'ai trouvé ça vachement intéressant, le décalage entre le je et le elle. Oui, c'est une manière... C'est la distance que vous prenez. D'abord, il simule, il mime, si vous voulez, la dissociation du moi dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Je dis à un endroit que mon je est résolument tu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le je, il marche derrière. Hein. On est en avant de celui qui est malade. Le je, il est laissé en arrière. Donc mon je est résolument tu au sens de terre et de tu l'autre personne. Donc ça mime cette dissociation-là qui est probablement une manière de continuer à survivre, enfin à avoir de la force en tout cas. Et puis par ailleurs, en effet, c'est une manière de rendre... cette particularité du jeu, elle est dépassée par ce qui se passe, parce qu'on retrouve des choses qui sont terriblement universelles. Une fois encore, quand j'ai écrit ce livre, c'est ni un récit de soi, ni une exposition, ni un soin, ni une thérapie. Je ne l'aurais pas écrit si j'avais pas déjà fait tout ça. J'ai trop de respect pour la littérature et pour les lecteurs pour faire ça. C'est au-delà de ça. Donc l'idée, c'est quand même de saisir ce qui touche à des choses beaucoup plus universelles. Et encore une fois, j'avais le sentiment que moi j'avais de la chance, au contraire du ressentiment. J'ai plutôt eu le sentiment que j'avais énormément de chance, que j'avais en plus entre les mains le langage, puisque j'étais prof de lettres et je travaillais sur l'imaginaire, qui me permettait peut-être de donner forme à ce qu'on avait traversé, au nom de tous ceux qui n'avaient pas pu s'en sortir aussi. Oui. Voilà, je voulais juste, et vous laisser clore tranquillement, mais je voulais dire juste un point par rapport au livre de Lise, parce que nous l'avions reçu. Quand je dis nous, c'est la chaire de philosophie à l'hôpital, c'était à l'Hôtel Dieu d'ailleurs. Et nous avions fait une magnifique séance où Lise avait raconté les différentes tonalités effectivement de si. Et c'est vrai que pour le coup, non seulement pour l'avoir lu, mais pour aussi connaître Lise, c'est très intéressant de voir précisément comment, parce que souvent la souffrance est utilisée et instrumentalisée pour justifier le ressentiment, et comment précisément là, on a de la douleur, on a de la souffrance, et on n'a strictement aucun ressentiment. Et on voit à quel point, non, l'un ne recoupe pas nécessairement l'autre, et c'est des territoires très très différents. Donc voilà, je suis désolée, je suis obligée d'y aller, mais je vous laisse clore. Je vous remercier déjà avant de partir. Et je vais vous dire simplement l'image que vous me donnez, pas seulement à moi, à beaucoup. Je vais donner les images de chacun. Ah. Vous êtes comme un gladiateur qui rentre en scène. Et dans l'arène, vous êtes là, pas pour vous, pour la cité, pour les hommes de la cité, pour l'humanisme. Donc voilà, vous êtes un gladiateur. Et c'est magnifique d'avoir un gladiateur pareil dans la cité et dans l'arène. Voilà, je vous tenais à vous le dire avant que vous partiez. Cynthia Fleury a dû nous quitter parce qu'elle avait une urgence. Nous allons continuer entre nous. Lise, je reviens à vous. Donc, dans votre livre, il y a tout un chapitre sur les photos que vous avez prises pendant que vous étiez à l'hôpital. Vous n'avez plus jamais regardé ces photos après, mais elles sont là. Pourquoi faire ces photos? Alors c'est vrai, oui, il y a un chapitre, c'est écrit au présent qui dit « Je n'écris pas ». Je pourrais écrire, mais je n'écris pas et je prends des photographies. C'est vrai que j'ai fait toutes ces photographies. Quelles étaient leurs fonctions? Je crois que sur le moment, c'était de... Comme je ne pouvais pas gérer le temps qui passe, le temps du monde extérieur, celui dont je parlais tout à l'heure, qui pourtant continuait d'aller, et je le savais puisque j'avais 2 enfants plus petits et qu'il fallait bien... dont le temps était géré par les week-ends, les vacances scolaires, aller à l'école le matin, les activités, etc. Mais puisque je ne pouvais pas gérer le moment où j'étais à l'hôpital, ce temps qui passe, il me semblait important de constituer une forme d'archive de ce qui était en train de se passer, une forme de mémoire. Je dis dans ce chapitre que c'est pour dresser un jour le procès du cancer. J'ai le sentiment sur le moment que voilà, sinon, en tout cas quand je l'aurais écrit, je ne sais pas si c'était comme ça sur le moment, mais que ce serait sinon comme
un crime sans procès, en fait, comme une forme de négationnisme. Vous disiez tout à l'heure, on repart pas comme avant. Que ce soit sous X, on fait pas comme si ça n'a pas existé. Oui. J'avais le sentiment qu'on était en train de vivre quelque chose. Il y avait une part de curiosité, peut-être aussi. J'ai pas tellement photographié les gens. J'ai photographié les machines, le lieu. J'ai photographié mon fils aussi. Alors c'était très étrange. J'étais avec mon appareil photo. Je pense que j'ai dû passer pour une folle à plus d'une occasion. Mais c'était aussi une manière de dire que c'était de la vie et que ça faisait partie de notre vie. Je crois que je les ai prises aussi en me disant qu'un jour, si mon fils voulait voir, il verrait. L'inscrire dans le réel, voilà, c'est une manière de réaliser, tout à fait, de réaliser au sens de rendre réel, de réifier les choses, de les rendre à leur réalité concrète, mais peut-être aussi une manière de dire que ça faisait partie de notre vie, comme presque, alors c'est terrible dit comme ça, mais presque comme en photographie, quand on part en voyage, je considérais qu'on était en exil, donc je photographiais le lieu de l'exil. C'est ça, c'était Haute-Ville-House pour Victor Hugo. Qui a pris soin de vous pendant toute cette période? Parce que vous avez pris soin de tout le monde. Mais qui a pris soin de vous? Parce que là, je voudrais rejoindre la fragilité. Ah, ça c'est une étrange question. Enfin, c'est une bonne question, mais qui a pris soin de moi? Je pense pas que c'était vraiment la question. Pour moi, en effet, je raconte quand même ce moment où, au 4e jour de la maladie, donc c'est la semaine où on ne sait pas du tout où on va quand même, en termes de pronostic. Je vais en effet voir le pédopsychiatre de l'hôpital, de l'Institut, et il me dit comment ça va? Je dis ça va, cela le tient le coup. Et il dit non, vous? Je dis mais enfin vous êtes pédopsychiatre. Il me dit oui, mais s'occuper des enfants, c'est aussi s'occuper des parents, donc ça répond un peu à votre question. Et je lui dis écoutez, moi tout va très très bien, merci. Il me dit racontez-moi comment ça a commencé, et je commence à raconter. Je me rends compte que j'ai 24 heures de blackout quand même au moment de l'annonce. Enfin, après Necker, puisqu'on est passé par l'hôpital Necker. Mais qui s'est occupé de moi? La vie s'est occupée de moi. La vie qui allait, mes autres enfants, je pense. Même si c'était important pour moi de m'occuper beaucoup d'eux et qu'ils soient aussi au centre. Ils étaient vraiment au centre de l'attention aussi, puisque pour moi, ils étaient au centre de ce qui se passait aussi, les deux autres. Mais la vie, je sais pas, l'école, tout ça. Et puis d'une certaine manière, je voulais pas que Solal ait à se préoccuper de ce que je pouvais traverser en tant que parent, mais le fait d'être la mère de Solal, ça a suffi à me s'occuper de moi. Je sais pas comment dire, l'aimer, l'amour, tout ça, c'est très bien occupé de moi pendant. En fait, c'était pas vraiment. Et puis mes parents quand même. Il faut quand même leur rendre ça, d'être venus à Paris régulièrement, qui habitent loin. Parce que je pense que c'est une béance. Pour avoir vécu ça. Pas bien sûr par rapport à un enfant. C'est une béance que d'être pratiquement partout et tout le monde s'occupe de vous sans s'occuper de vous en quelque sorte, parce que vous êtes comme est quand même entouré. Et oui, puis on aussi... est entouré par rapport à la maladie, vous êtes la mère d'eux. Alors ça c'est autre chose. Qui s'est occupé de moi autre chose que la mère de cela? Ah oui, non, là, oui. Alors celle-là est la mère des autres enfants. Oui, pardon, vous voyez, je l'entendais même pas. Étonnante fragilité qui s'est dressée. Mais vous savez, il peut y avoir des moments où... Il y a des moments où je me suis dit que je ferais ça plus tard. Ouais. Et puis j'ai écrit un livre. Parce que moi je pense que effectivement c'est délicat parce que c'est tellement une nécessité vitale que dans ce moment on ne peut pas faire autrement. Donc ça ne se commande pas et c'est vraiment pour le coup merveilleux. Et c'est aussi ce côté merveilleux d'une mère pour son enfant, une maman qui est là pour donner la vie. D'une certaine façon, l'enfant, en l'invitant, lui donne vie aussi. Enfin, donc il y a quelque chose où... Ouais, mais je me suis... Enfin, si, quand même, je suis allée... Je raconte qu'une fois, je suis allée essayer de courir au Luxembourg, même si j'aime pas tellement ça, mais j'avais quand même ce souci-là. Et puis, je sais pas, j'ai quand même profité de la vue. Alors, on pourra dire que c'est de la compensation ou ce qu'on veut, mais je sais pas, il me semble que le plaisir que j'avais à la vue sur le Panthéon depuis les toits de l'Institut Curie constituait une manière pour moi m'occuper de moi, c'est la beauté aussi, c'est l'amour. Donc, ces choses-là, elles étaient encore là. On ne me les avait pas enlevées du fait que Solal était malade. D'ailleurs, quand vous décrivez la chambre, quand vous arrivez à l'Institut Curie, vous décrivez la chambre, justement, le fait qu'il a vu... Enfin, c'est terrible à dire, mais on a presque l'impression que vous décrivez la chambre d'un palace parisien.
Donc, Alors bien sûr, Mais il y avait quand un même côté une un peu la vie, dissociation. il y avait un côté un peu La vie est belle de Nino Moretti, un Ouais, côté sûr. comme ça, un peu scandaleux de la chose. Mais en même temps, c'est une manière aussi de s'occuper de soi quand même. C'est-à-dire d'avoir encore cet émerveillement ou cette curiosité là. En tout cas, moi, elle m'a portée. Oui, mais je pense qu'elle est porteuse, bien sûr. Moi, c'est elle m'a porteuse, permis bien sûr. d'avancer, d'avoir encore. Je fais parfois le rapport, mais le deuxième confinement pour beaucoup de gens a été beaucoup plus dur que le premier. Je me suis souvent dit que voilà, le fait que ce soit une première aussi. Faisait qu'il y avait une espèce d'énergie vitale qui était là. Il y avait pas une voilà, c'est terrible à dire. Je veux pas choquer en disant ça, mais en fait, Non, mais c'est l'inconnu, donc. il y a il y quand a une même seconde face à force qui l'inconnu vient. quelque chose de l'ordre de. Enfin, je sais pas, je suis quelqu'un qui suis animée par la curiosité humaine. Il y avait là des relations qui se tissaient. Enfin, c'est un lieu de vie. Ce n'est pas qu'un lieu de mort. Et en particulier, quand même, en oncologie pédiatrique, il y a aussi tous les autres enfants, il y a beaucoup de vie. Et ce service de l'Institut Curie a été créé comme ça par son fondateur, comme un lieu. On vous dit, ils sont en aplasie totale, ils n'ont aucune défense immunitaire. Moi, je pensais que j'allais arriver avec des enfants bulles partout. Je suis arrivée, il y avait des cartes qui nous roulaient dessus, qui se prenaient les pieds, qui se prenaient les roues dans les roulettes des potences. Il y avait du cri, il y avait du bruit. Le piano, il était au milieu du couloir. Il y avait un vacarme là-dedans. Il y avait de la vie qui passait partout. Et ça s'est occupé de moi. Je le raconte dans le livre. Je me suis dit d'abord, c'est horrible, je vais mourir. Et puis à la fin du premier jour, j'ai eu une espèce de déclic à Curie en me disant, mais enfin, tout ce que tu viens de voir, c'est génial. Tout ce bruit, tout ce brouhaha, toute cette vie qui va dans ce service, tu vas t'en servir. Et le lendemain, j'ai ramené mes 2 autres enfants. C'était un mercredi. Je me suis dit, on va aller en faire du bruit, nous aussi. Donc, ça c'est la vie qui s'est occupée de moi. C'est la vie qui était en embuscade. Lise, il y a un passage dans votre livre, après je passerai aux questions, parce qu'on a beaucoup de questions du public. Il y a un passage qui est très beau, c'est le passage de la touillette. Dans cette cantine, enfin dans cette cafétéria aseptisée, blafarde, vous avez, je crois, coincé la touillette et vous êtes amusé à la faire vibrer. Il y a eu des sons et c'est devenu la touillette enchantée. Alors, simplement racontez-nous rapidement ce passage. Alors c'est un chapitre qui vient juste après l'hospitalisation et qui après ce présent éternel dont je dis qu'on est coincé dans ce temps-là. Et puis il y a une manière de prendre le parti des choses et vient exemplifier cela, cette touillette, donc une petite touillette en plastique, vous savez, de café. Et je la place sur le bord de la table en fait, comme ça, et je la fais vibrer. Et dans le chapitre, évidemment, qui dure, c'est de la littérature, hein, donc qui reprend ce temps long de la musicalité, de l'inscription dans le présent, je me mets à la faire vibrer, puis ça fait passer un peu le temps. Et puis je dessine des frettes, comme des frettes de guitare dessus, je repère des sons, je crée de la musique. Et puis je me mets à recréer des chansons, des airs célèbres, etc. Et en fait, dans le chapitre, évidemment, c'est réécrit littérairement. C'est une retraversée de ça, mais c'est une inscription dans le temps long qui nous ramène par la musique, qui est un art du temps, et qui apprend à rentrer dans la temporalité. Et je dis, oui, enfin, le temps passe. Enfin, le temps passe, parce que le travail de l'accompagnant comme du malade, c'est d'être d'abord un patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps des urgences, il y a surtout beaucoup d'attentes sans savoir où l'on va. Et donc, le temps passe à faire cette musicalité, et en effet, ça réenchante le monde. Oui. Moi, j'avais juste une question. Oui. Solal l'a lu. C'est une des questions discrètes que je pensais poser aussi. Voilà, c'est le... Non. Alors, je lui ai toujours dit qu'il ferait comme tout lecteur, il en ferait ce qu'il en voudrait. Ouais. Je ne crois pas qu'il l'avait lu jusqu'à cette année. Il se trouve qu'il est en classe préparatoire et que le sujet de philosophie français là, en classe préparatoire cette année était la force de vivre, avec des textes sur l'après-deuil, avec Hugo, avec Nietzsche. Avec des récits sur l'après de Tchernobyl, donc beaucoup de vécu de l'après-cancer. Et du coup, il a été obligé de retraverser toutes ces questions. On lui posait vraiment des questions, ça aurait pu être des phrases tirées de ci. Et à un moment, sur une disserte où il m'avait demandé de l'aide, je lui dis, tu sais, je vais quand même te lire un passage, parce que si ça t'embête pas. Et en fait, il m'a dit après, j'ai trouvé ça tellement beau, je l'ai relu.
et je l'ai lu. Du coup, j'ai relu depuis le début. Ah oui. J'ai recommencé depuis... Oui, j'ai relu au sens de... Parce que le passage que je lui avais montré, c'était La Petite Espérance quand même. Je ne lui avais pas montré le reste avant. Et sur le reconstruire, justement, sur le revivre, parce qu'on l'interrogeait là-dessus. Et en effet, il l'a lu. C'est passé du coup par le social, par aussi. Il a pu le lire. J'ai attendu que ça vienne de lui. Alors il était venu à une signature au début. Je lui avais dit qu'il n'était pas du tout. C'était mon histoire, c'était pas la sienne. Et il était venu et il m'avait dit. On lisait des textes. Il m'avait dit j'avais pas mesuré à quel point c'est de la littérature et c'est beau. Voilà. Mais c'est son histoire. Vraiment, ça, c'est son histoire. Et je lui ai toujours dit, c'est la mienne. Maintenant, il est dedans, quand même. Et il y a quand même une effraction qui m'a un peu posé problème de faire ça. Mais voilà. Nous avons eu aujourd'hui un peu décousu ce rendez-vous parce qu'on a été un peu en retard, etc. Je voulais me concentrer sur après le ressentiment. Et ce qui est magnifique, c'est que vous donnez une idée de vie, une idée de ça peut continuer, tout le monde. Alors, moi, j'ai une question qui reste. Ces séparations qui nous font grandir. Vous travaillez beaucoup aussi sur l'emprise. L'emprise, est-ce que dans l'emprise et dans la façon d'extraire la personne de l'emprise, est-ce que c'est une séparation aussi? C'est un arrachement. Un arrachement. Donc c'est forcément une séparation. Mais c'est un arrachement et il faut bien comprendre que l'emprise, bien sûr, elle touche physiquement à personne, mais c'est d'abord... ses croyances, ses convictions, ses certitudes, sa liberté de penser, sa liberté d'être, sa liberté d'agir, donc tout ce qui constitue l'être humain, qui sont pour le coup fracturés, effacés, limités, interdits. Donc il faut d'abord que la personne qui est sous emprise, et quelle que soit la forme d'emprise, mais qui est sous emprise, commence à prendre conscience, que dans sa prise de conscience, elle prenne conscience qu'il va falloir qu'elle se sépare, donc qu'elle apprenne à renoncer, qu'elle apprenne la perte, qu'elle apprenne le deuil, qu'elle apprenne la solitude. En fait, toutes les angoisses existentielles qu'on peut avoir, elle va se retrouver confrontée à tout ça, puisqu'elle avait des réponses jusque-là à tout, qui étaient des réponses qui, petit à petit, l'ont amenée à la déshumaniser. Mais elle avait les réponses à toutes ces angoisses. Et tout d'un coup, elle va devoir, si elle veut vivre, se confronter à l'angoisse. La prise de conscience d'une personne qui est sous emprise, c'est un moment de fracture abominable dans sa vie, puisque elle comprend que ce qu'elle a vécu non seulement est faux, mais mortifère si ce n'est mortel. Elle sait qu'elle va devoir travailler elle. Alors elle va aller chercher les ressources, certes, mais elle va devoir travailler elle. Et elle sait que pour pouvoir travailler, il va falloir qu'elle abandonne tout ce qu'elle connaît. Donc c'est terrible de prendre conscience qu'on est sous emprise, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, mais il y a entre le possible après et le moment de la prise de conscience, il y a une immensité de vide. C'est pour ça que ça me rappelle l'exil. C'est comme s'il fallait oublier la langue natale pour se replanter différemment. Et vous savez, j'ai regardé il y a 2 jours, d'ailleurs je le recommande sur Arte, une fiction qui s'appelle Les Héritières, oui, qui est très bien faite, sur cette jeune fille qui vient d'un lycée, elle est en 3e, enfin la 3e, d'un lycée à Gennevilliers, et qui se retrouve à Henri IV ou Louis le Grand, enfin un des deux, qui est donc complètement transfuge, et qui, dans son quartier, n'est plus de son quartier, mais qui, dans le lycée où elle va, n'est pas du lycée. Et elle n'a pas les codes. Elle n'a plus les codes d'un côté, elle n'a pas les codes de l'autre. Alors l'emprise, c'est autre chose, mais c'est une forme d'emprise que d'appartir à un milieu social quel qu'il soit. Et c'est ça, c'est le moment où on se dit, dans tout ce que je vais quitter, je ne peux pas tout abandonner, parce que sinon je finis de me déshumaniser. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de conserver, même de douloureux, pour pouvoir le reprendre, et puis en faire une terre glaise et travailler avec ça. Virginie, vous travaillez aussi sur, je crois, le suicide et l'anorexie. L'anorexie? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'anorexie? Parce que c'est un mal qui est vraiment très répandu actuellement. Mais en termes de séparation, justement, c'est assez extraordinaire, parce que une mère, pour laisser partir de son enfant, elle a besoin qu'il soit capable de s'envoler. Oui. Voilà, il y a quelque chose, à un moment donné, elle peut le laisser partir. Et dans l'anorexie, on met très très souvent
là, on parle de la mère qui est envahissante, qui est fusionnelle, qui ne peut pas se séparer de son enfant. Alors que oui, c'est vrai, mais d'abord, on oublie toujours le père. Enfin, c'est-à-dire, le père est là et on retrouve, alors ça c'est un accessoire, mais on retrouve les mêmes symptômes dans la lignée paternelle et maternelle. Mais sinon, par rapport à l'anorexie, moi je me souviens, je vais d'abord parler d'un exemple, c'est qu'un jour, une maman qui elle-même était médecin, sa fille est anorexique depuis qu'elle avait la fille avait 10 ans, elle est venue me voir quand sa fille avait 15 ans, et c'était un petit oiseau d'une maigreur, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maigre tenir debout, enfin c'était vraiment effrayant. J'avais même effrayant alors en tant qu'option, on en voit beaucoup, en tant choqué. Elle est venue pour sa fille, et puis petit à petit, c'est elle qui est venue. Alors la question, elle s'est dit, est-ce que je ne prends pas la place de ma fille? Et si je parle, c'est qu'on disait que cette petite fille, dont je vais éviter de dire le nom, ne pouvait pas quitter sa mère et que sa mère l'en empêchait, mais que là, il a vraiment fallu que l'opération, on va dire l'opération de la séparation, se fasse des deux côtés. C'est qu'effectivement, la fille ne pouvait pas partir tant que la mère ne décidait pas de la partir, mais il fallait aussi que, pour que cette maman dite abusive, justement, puisse aussi laisser partir son enfant. Donc le travail s'est fait des deux côtés. Moi, je me souviens, un jour, elle a vraiment dit, sa fille qui était toute maigre, qui n'avait pas le droit de faire de sport, a pu enfin, l'hôpital a laissé monter à cheval alors qu'elle faisait 33 kilos sur un cheval. Elle a dit ce jour-là, j'ai presque envie de dire son nom, mais je ne le dirai pas, j'ai vu Ninon s'envoler. C'est-à-dire capable de s'envoler, pas pour vers la mort, c'est capable de partir. Voilà. Ninon, le prénom d'emprunt est bien choisi. Voilà. Oui, Ninon, oui. J'avais une série de questions qui ont été posées par le public. Je ne sais pas si on a le temps, parce que c'est 7h30 déjà et la librairie doit fermer. Je vais faire vite. Anne-Laure, il y a une question pour vous. On ne vous connaît que parce que vous donnez à lire via vos conférences, les réseaux. Le tout donne cette impression que vous seriez comme nanti d'une mission, dans le sens noble du mot, sauver, soustraire, armer. Et si c'est le cas, pensez-vous l'avoir choisie ou vous sentez-vous poussé par elle? Et sauriez-vous nous dire d'où elle vous vient? Et surtout, si elle a quelque chose à voir de près ou de loin avec le sujet du jour qui est le ressentiment, source ou moteur. Et c'est Patrick Gallois qui vous la pose. Mais elle est longue, cette question. La question, simplement, est-ce que cette mission, voilà. Non, je ne crois pas que ça soit une mission, c'est un besoin. Oui. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas le cacher. Ça comble nécessairement quelque chose, et quelque chose sur lequel je n'ai pas suffisamment travaillé pour pouvoir vous dire ce que c'est. C'est un plaisir aussi, parce que quand on voit des personnes, quelle que soit leur histoire, mais qui, si elles viennent en thérapie, c'est que très schématiquement, elles ne vont pas bien, elles sont censées aller mieux. Mais quand on les voit, non seulement aller mieux, c'est-à-dire s'épanouir, mais prendre à bras-le-corps, en responsabilité, leur vie, en acceptant leur fragilité, entre autres, en devenant, entre guillemets, leur meilleure amie. Donc complice avec elles-mêmes. Si on est, enfin, ça serait malhonnête de dire que je ne prends pas du plaisir à voir cette évolution, cette transformation. Après, ça répond à autre chose quand même. Alors, je vais essayer de le dire vite, mais c'est... on est un peu des enquêteurs ou des enquêtrices quand on fait ce travail-là. On va chercher, on va aider l'autre à chercher, à trouver, mais on l'accompagne. Donc on prend un coup la lampe torche, un coup un plan, enfin c'est tout ça, c'est symbolique, mais et on l'amène, on suit avec elle son parcours. Et faire ce travail-là d'enquête, d'investigation, de reconstruction d'éléments. Moi, quand j'étais petite, c'est pas très compliqué, je voulais être juge des enfants et archéologue. Voilà. Donc vous avez réuni les deux. Je suis thérapeute et je m'occupe de personnes qui sont sous emprise, quelle que soit la forme de l'emprise. Donc forcément, on va creuser un peu dans le trauma. Donc j'ai un mélange des deux. Voilà. Virginie, j'ai une question pour vous. Le ressentiment est aussi un airbag contre la cruauté du monde, un abri, du moins on le croit. Êtes-vous venu à la psychanalyse à partir d'un ressentiment ou pour le soin à l'autre? Et c'est une personne qui s'appelle Samia Obesh, qui est homosexuelle, elle a tenu à le dire, et qui est caissière. C'est le mot abri me frappe parce que je pensais en venant tout à l'heure, justement peut-être que le travail thérapeutique en termes de découverte de soi, d'affirmation de création, était une façon de, alors j'ai fait exprès de reprendre ce mot-là,
d'acquérir de nouvelles protections pour pouvoir, en tant que nouvel abri, justement ne plus abriter le ressentiment. C'est peut-être au contraire, on va l'abriter comme c'est un peu comme un trésor qui nous maintient en vie. On s'accroche aux personnes effectivement, mais c'est de l'attache. Donc oui, le ressentiment, en fait c'est ça, le ressentiment a une fonction. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le nier. Quelqu'un vient avec du ressentiment, ben oui, on ne va pas lui dire arrête, non, ben oui, c'est laisser sortir, laisser s'écouler, écouter ce qui se dit derrière, jusqu'à ce que parce que la relation thérapeutique, on parlait tout à l'heure en fait, de présence, d'accueil, mais moi j'y crois vraiment. Parfois c'est faire acte de présence dans la mesure où on a fait aussi un certain travail sur soi, enfin, ou une connaissance. Et donc partant de là, c'est le travail thérapeutique ou de création, d'ailleurs thérapie c'est aussi de la création, c'est faire en sorte que, non pas, que l'on cesse d'abriter le ressentiment, c'est acquérir les bonnes protections. Et c'est là, il y a quand même, j'ai envie de dire que le terme guérison, c'est un terme qui m'a souvent agacé quand les éditeurs le mettent sur la couverture. Et j'aime pas ça du tout, parce qu'effectivement, guérir, on dit c'est guérir, c'est le retour à l'ancien. Alors qu'en fait, au niveau étymologique, moi, l'étymologie me sauve souvent, c'est la même famille que guérite, que garer, c'est donc en fait, c'est protéger, c'est une protection. Donc on peut dire que la guérison, c'est acquérir de justes protections, de juste protection pour ne plus avoir besoin d'avoir recours au ressentiment, une fois quand même qu'il a été écouté et qu'il est écoulé. Ah, Merci. Lise, j'ai une question pour vous. Comment vivre avec les si? Si, c'est un duo, c'est plusieurs choses, mais en même temps, c'est une épée de Damoclès quand même. La plongée dans la littérature salvatrice, c'est très bien. Mais dans l'antichambre de tout cela, et c'est Marie Dorian de Necker qui vous pose cette question. De Necker? Oui, parce qu'à Necker, justement, le soir dans l'antichambre... Non, c'est la formulation de Necker. Voilà. Que fait-elle à Necker? C'est ça qui m'intéresserait. Donc, comment vivre avec des si, c'est-à-dire... Oui, dans l'antichambre le soir, que vous pensez à quoi, avec cette épée de Damoclès? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on est dedans, oui. en tant qu'aidant, hein, là je me remets dans la position de l'aidant, en rentrant le soir chez soi, on ne pense pas. En rentrant le soir chez soi, on se couche et on dort avec des médicaments, souvent au début, avec pas mal d'atarax au début. On dort pour être en forme le lendemain matin tôt pour y retourner. En fait, on ne pense pas. On n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité de penser. À un moment, je le dis, c'est dans le chapitre justement photographie dont on parlait. Qu'est-ce qui se passerait si je me mettais à penser ? Je ne peux pas ouvrir cette brèche-là. Donc non, dans l'antichambre, pas plus dans la chambre que dans l'antichambre, je ne pense pas. Et après, ça c'est une autre histoire. Alors, je vais zapper beaucoup de questions parce que... Est-ce que ça vous ennuie si je rebondis sur ce que vient de dire Lise? Pas du tout, je vous en prie. Non, mais c'est par rapport à ce côté justement sous atarax, on ne pense pas, etc. Et tout à l'heure, vous l'avez déjà un peu dit sur la dissociation. Et moi, c'est ce que j'entends beaucoup par rapport à l'emprise, c'est le moment où on est dissocié, c'est-à-dire que la personne agit, elle est robotisée, elle est réifiée, elle ne peut pas penser. Et vous avez dit que vous ne pensiez pas à la souffrance de la mère que vous étiez par rapport à la maladie de Solal, mais qu'en voyant d'autres mères parler, c'est là où il y a quelque chose qui se met en connexion avec votre propre vie et vous commencez à ressentir quelque chose. Et c'est d'une certaine manière, donc c'est vraiment un trauma, parce que c'est la même chose pour les personnes qui ont vécu un traumatisme, et particulièrement les personnes qui ont vécu des traumatismes sexuels pendant l'enfance, c'est qu'elles récitent leur histoire, elles ne sont pas dans l'histoire. Il y a la dissociation, elles ne sont pas dans l'histoire. Et quand elles ne sont pas amnésiques. Et en revanche, si on leur raconte la même histoire, mais on change le prénom, on change le lieu, mais on leur raconte leur histoire, là, il y a toute la montée émotionnelle qui arrive, et où elles vont dire « Non mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça à un enfant ». Et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure d'une autre manière, mais c'est le moment où la réalité est projetée comme sur un écran, mais elle devient tellement abominable qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Oui, quand je dis on ne pense pas, on pense à plein de choses. On organise le lendemain, ce qui va se passer. On pense, je pense à la situation de mon enfant, à ce qui serait le mieux, ce qui serait le mieux pour les deux autres, ce qui serait... Mais la véritable pensée constructive, etc., celle qui écrit, celle qui construit, celle qui élabore, celle-là, celle qui n'est pas performative, qui n'est pas immédiatement pratique, celle-là, elle n'a pas lieu d'être à ce moment-là. Elle n'a pas sa place. Et en effet, c'est ce que je racontais. Je est un tu, et c'est à travers les autres que...
Et finalement, raconter l'histoire après, ça c'est une manière de gérer les choses, en effet. De les revivre, de les vivre à nouveau au présent, mais de ressentir aussi à nouveau. La littérature sert aussi à ça, à retraverser ces espaces que parfois on n'a pas pu traverser au présent, ou qu'on a traversé dans une espèce de brouillard ou de dissociation en l'occurrence. Et la littérature sert aussi à prendre le temps. C'est pas thérapeutique, c'est juste renouer le fil du temps. Donc prendre le temps de rentrer dans le temps de la touillette, par exemple, passer 3 jours, 4 jours, plutôt une semaine, à écrire une page sur le son que fait une touillette de machine à café. Ça, c'est vivre. Ça, c'est rentrer dans le temps véritablement et se remettre à penser, en effet. Alors j'ai une question pour vous trois, même si vous n'êtes pas médecin directement, Lise. C'est une question d'un médecin. Il dit « Je peux en sauver des centaines et je peux buter sur 5. Ces 5 m'éloignent à chaque fois de mon métier de médecin. Puis je remonte sur le ring. Ces soirs d'échecs sont un ressentiment terrible dans la vie d'un thérapeute, d'un psychanalyste, d'un médecin, d'un écrivain qui porte témoignage. » C'est Claude-Alain Planchon, médecin nucléaire de l'hôpital américain. Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, je dirais qu'avec le temps, enfin de la pratique, il y a quand même, j'ai un peu changé peut-être de point de vue, où maintenant ça me blesse moins. Voyez, bon, déjà, il y a l'autre côté, c'est que parfois, au contraire, en étant vraiment avec une personne qui fait son chemin, son chemin, on va dire, de guérison, dans le sens de tout à l'heure, moi j'ai souvent l'impression, même si ça semble un peu peut-être mégalomaniaque, d'être au-delà de ce qui se passe là. C'est vraiment en lien avec le monde, et c'est pas en soigner un seul, c'est quand même soigner le monde. Donc ça fait un peu une compensation à tout ce qui peut être au contraire perçu comme des échecs, ou qui nous ramènent ça, mais c'est pas tant un sentiment d'échec, c'est cette espèce de sentiment d'impuissance, et qui effectivement est très douloureux. Donc on passe par l'impuissance, la culpabilité, le désespoir, et puis arriver, là il y a peut-être, c'est la force du réel, on se cogne au réel, c'est-à-dire comment accepter qu'on n'y peut pas, et qu'alors peut-être aussi, ça c'est peut-être différent, enfin en médecine, en chirurgie, c'est qu'il y a aussi d'autres que moi. C'est-à-dire le chemin qui a été fait a vraiment été fait, même si c'est 2 séances, même si c'est 10 séances, même si c'est 3 ans, c'est de toute façon blessant, enfin je vais dire, blessant, pas au point de vue de moi, c'est blessant, ça fait mal parce qu'on est quand même là dans l'œuvre de vie, et qu'on a aussi cette prétention, cet espoir de pouvoir rendre vie. Donc c'est aussi être renvoyé à nos limites, et je crois que c'est bien d'entendre d'autres personnes après. Je suis désolée de presser, mais parce qu'on va être pas loin du couvre-feu, il faudra ranger et la librairie doit fermer. Alors je voudrais vous donner un peu l'image que j'ai de chacun de vous. Alors je vais commencer par vous, Lise. Lise, vous êtes comme le brise-lames. Vous étiez entourée d'une mer froide, de glace. Il vous fallait en sortir, fendre, ouvrir, puis accueillir. Et vous avez écrit un livre fondateur, pas seulement pour vous, pour les autres. Et vous avez atteint une zone de non-turbulence avec plein de si. Donc merci d'être ce brise-lames que vous êtes. Virginie, vous êtes la sorore, c'est sœur en latin. Plus encore de cette sororité. Vos patients viennent à vous souvent volontaires. Sorore pour écouter, sorore pour provoquer confidence, pour devenir renfort, pour balbutier avec eux parfois, pour qu'ils se sentent plus proches, et en même temps les protéger tout en gardant une distance nécessaire pour qu'ils sachent s'envoler. Mais vous êtes là. Donc sorore, la sœur et le soin. Alors, vous êtes à vous seul le GIGN. Et tous les acteurs de la mission du GIGN. Vous savez, l'otage, les otages parfois. Et il faut négocier du début à la fin. Déjà tenter de parler, d'ouvrir la brèche de confiance, tout en étant sur le qui-vive de l'urgence, que cela tourne mal. Et comme le GIGN, vous êtes prête à tout. Et vous savez que de toutes les façons, il faut soustraire l'otage. Donc parfois contre sa volonté, et le mettre en lieu sûr. Toutes celles et tous ceux que vous recevez, que vous soignez, vous les obligez parfois à partir pour être soustraits à l'emprise, puis à grandir et à imaginer la vie d'après.
Magnifique GIGN à vous seul, bravo. Voilà. Et moi, je me sens très protégée avec vous quatre. Vulnérable, mais protégée, je vous remercie. Voilà. On a été un peu rapide, on a été un peu dans tous les sens, pas comme c'était prévu, mais ce n'est pas grave, on est en terrain amical. Je voudrais aussi dire que, quelque part, dans cette librairie Gallimard, nous avons écrit un livre aujourd'hui. À quatre, vous avez écrit un livre. Et ce livre, c'est Alain qui va nous le présenter. Et après, je remercierai Anne qui nous attend et qui nous a reçus si bien. La couverture du livre, peut-être, qui est exactement le chemin que vous avez fait. Oui, la couverture du livre, hein, pas le livre. Et d'ailleurs, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais que c'était finalement une drôle d'idée que de concevoir une couverture du livre, enfin une image de livre, sans avoir écrit déjà le livre. Donc alors c'est peut-être un pari sur l'imaginaire ou l'intuition, par rapport bien sûr aux 4 livres que vous avez présentés aujourd'hui. Voici. Alors, très rapidement, je vais la décrire en 4 temps. Premier temps, quand on regarde l'image, globalement, je vais dire que j'ai installé dedans les 4 livres, les symbolisés, avec par le personnage ici, donc la mère de Sigil Amer, l'amertume. Et dans la bulle, les 2 qui sont dans la bulle, dans une bulle qui est en train de se dissoudre, c'est pour moi les séparations. Le ciel noir profond qui va jusqu'à l'éclatement possible en milliers de constellations, pour moi c'est le si. Enfin les si, puisqu'il y a plusieurs si, jusqu'à l'étonnante fragilité des fleurs, bien sûr. Donc il y a dans un deuxième temps, si on regarde un peu plus près, ce mouvement qui va en triangle, donc qui part de la mer, et puis qui va essayer de rejoindre le mouvement des fleurs, le chemin des fleurs. Et puisqu'il faut non pas essayer de se débarrasser de l'objet du ressentiment, mais du ressentiment lui-même, c'est ce que j'ai cru comprendre, disons que cette fleur bleue translucide va se perdre pour essayer de retrouver la couleur pleine de la fleur. Dans un troisième temps, si je vais un peu plus loin dans la profondeur de champ, ce triangle amène à la forme de la pyramide, donc du symbole de la pyramide, avec ces 4 angles bien assis par terre, le quatuor d'aujourd'hui, et cette pyramide dans laquelle on a déposé dans le sarcophage le ressentiment, et en espérant qu'elle va permettre, cette pyramide, comme le pensaient les anciens, ce voyage vers cet ouvert dont vous avez parlé, et ce qui va être un renouvellement de vie, ou plutôt une recréation de vie. Le 4e temps n'est pas tout à fait dans la photo, c'est le temps de refermer la couverture, ou plutôt de la retourner, pour lire ce que vous avez écrit, entendre ce que vous avez dit, s'en nourrir pour aller vers cet ouvert dont vous avez tant parlé. Voilà. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on se dira que après avoir entendu ça, la photo ressemble un tout petit peu à ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci infiniment. À tous. Merci à mes complices Anthony et Antoine. Merci au public, le seul et l'unique. Merci à Anne Guizoli d'avoir accueilli tous ces fils de mémoire, elle et son équipe. Vraiment un grand merci. Merci à Librairie Gallimard. Merci à toi. Vraiment,